Dans un instant, l'After Cannes. Merci d'être avec nous, vous écoutez RFC. Il est minuit. La Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'After Cannes. Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Cannes à Abidjan, un After Cannes différent des précédents puisque nous avons quitté notre studio pour nous installer pendant 2 jours à l'Institut français de Côte d'Ivoire, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement pour son accueil. À mes côtés, ce soir dans l'After Cannes, Robert Malm évidemment, international togolais, faut-il encore le présenter, légende brestoise aussi. Pas mal de potes brestois qui m'ont dit « Tu parles à Robert Malm réellement tous les jours ?» J'ai dit bah ouais, c'est mon privilège. Ça va Robert ? Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. En tout cas, je vois que tu es bien reposé. Tu es arrivé, t'as fait une émission, t'as laissé Aurélien et tenir la maison. C'est vrai. Et qu'il a très bien tenu. Et puis, je te revois en pleine forme, donc tout va bien. C'est reparti. Il faut le faire travailler, Aurélien aussi. Je rappelle que tu es également consultant Be In Sport sur la Coupe d'Afrique des Nations. Fait, oui. Notre reporter Aurélien Tersin est avec nous, donc salut Aurèle. Salut à tous. Ça va les amis? On prépare les quarts de finale tranquillement? Oui, très bien, avec des affiches qu'on n'imaginait pas en plus, donc ça oblige à bosser. Arrière gauche de l'Angola. Non, je l'ai pas comme ça. Murio Fortuna. Tu l'as toi? Murio Fortuna. Forcément, c'est toi qui poses la question, mon ami. Il est sympa, lui. Allez, on vit une CAN hors norme, vous l'avez dit, les 4 derniers demi-finalistes, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, de la CAN précédente sont déjà passés à la trappe. Les 5 mondialistes aussi, la grande question qu'on va se poser ce soir. Est-ce que la Côte d'Ivoire va réussir à en profiter? On la posera tout à l'heure. On va faire également le tableau des quarts de finale, votre favori. Tiens, ce soir, votre top 3 des meilleurs joueurs de la CAN avant ces quarts de finale. Vous l'avez préparé. Et puis on est ensemble, je vous rappelle, jusqu'à 1h30 du matin. On va recevoir plusieurs invités, des artistes, humoristes. On va aussi se demander si la Côte d'Ivoire va profiter de la CAN pour son développement économique et social. Vous écoutez l'After CAN numéro 19 jusqu'à 1h30 du matin. C'est parti! Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'After Cannes en direct d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est-elle vraiment lancée après son sursaut contre le Sénégal, lancée pour s'offrir une CAN 9 ans après la dernière remportée? On en débat ensemble et on en débat avec notre premier invité. Malik Traoré est avec nous. Salut Malik. Salut Nicolas. Salut Aurélien, salut Robert. On est très heureux de t'accueillir. Tu es un des visages, un des journalistes sportifs importants ici en Côte d'Ivoire. Ton parcours, on en parle dans un instant, journaliste sportif à NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et aussi à la radio Nostalgie Abidjan. Rien à voir avec Nostalgie en France. Non, tu lances pas des singles. Non, ça m'arrive de lancer des singles, mais plus récents. Raconte-nous alors ton parcours justement. Tu as grandi en Côte d'Ivoire, c'est ce que tu m'expliquais, et tu as fait un crochet chez nous en France. C'est ça, exactement. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2008, j'ai fait mes études en France. Je suis un pur produit de la formation française. J'ai bossé à Canal pendant 7 ans. Je reviens dans mon pays après 15 ans à l'étranger. Voilà quoi. Alors, certains diront, tu es entré à Canal. Pourquoi tu reviens en Côte d'Ivoire? C'est très personnel comme décision. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever ici. Il y a beaucoup de challenges. Je pense qu'il y a un secteur audiovisuel aussi en Côte d'Ivoire qui est en très nette évolution. C'est depuis 4 ans seulement qu'il y a eu la libéralisation du secteur et du coup beaucoup plus de chaînes autres que les chaînes du service public à la télé. L'ouverture de la TNT, c'était il n'y a même pas 5 ans. Donc c'est un secteur qui est en évolution. Donc, et je me voyais vraiment participer à cette évolution-là. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer. Alors c'est vrai que c'était une décision qui trottait dans ma tête depuis longtemps. J'avais envie de venir après la CAN et puis un jour je me suis dit non, il faut peut-être venir avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avant quand même, notamment suivre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans sa préparation jusqu'à la CAN. C'est une belle préparation et on y est à cette CAN qui est considérée pour beaucoup comme la plus belle de l'histoire déjà. Alors désolé, on doit faire une pause. Ça passe pas là, il y a un problème. Okay. Oh là là. C'est bien, c'est dommage. Ah oui. La deuxième sera meilleure. Mon micro marche pas et là ça marche pas. T'inquiète, la deuxième sera meilleure. T'as remarqué comment j'ai attaqué tout de suite Nico? D'entrée de jeu. Ouais. Puis je me suis dit, attends. Est-ce qu'on m'entend? 1, 2, 3. Est-ce qu'on m'entend ici en direct de l'Institut français de Côte d'Ivoire? Mais attendez, on s'en est rendu compte là au bout de 7 minutes? Ou ça a marché à un moment quand même au début?
1, 2, 3. Est-ce qu'on m'entend à Paris? 1, 2, 3. En direct d'Abidjan. Ça coupe ou ça coupe pas? On va pas refaire le tout début, c'est magnifique. Ton trash talking est sauvegardé, t'inquiète pas. Je l'aurais préparé, j'aurais peut-être pu l'améliorer, mais bon. Plus aiguisé encore. Vas-y, parlez-nous. 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends, Jérôme? 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends? Moi j'entends bien, très bien Nico. Tu m'entends bien? Vas-y, Jérôme, Aurélien, je suis juste à sa gauche. Aurélien, très bien. Robert? Robert Malm, Paris-Bordeaux, Le Mans. Le Mans, Très bien Bordeaux, aussi. Paris. Malik? Je vous entends très bien, messieurs. Nicolas, Aurélien, Robert. Excellent. On reprend un où alors? Alors, je te dis dans 20 secondes. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est bon, je peux y aller? Vas-y. Alors, premier débat à venir dans l'After CAN. La Côte d'Ivoire est-elle vraiment lancée après son sursaut contre le Sénégal, lancée pour s'offrir une CAN 9 ans après la dernière remportée? On en débat ensemble et on accueille notre premier invité, Malik Traoré, journaliste sportif à NC, la nouvelle chaîne ivoirienne, et à la radio Nostalgie à d'Abidjan. Salut Malik. Salut Nicolas, Aurélien, Robert. Salut Malik. Heureux de t'accueillir, c'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Certains auditeurs français te connaissent peut-être, car tu es passé en France. C'est ça. Tu as grandi ici à Abidjan et tu as fait tes études en France. C'est ça, retour en Côte d'Ivoire après 15 ans. J'ai fait tout mon collège, mon lycée en Côte d'Ivoire avant de venir en France faire mes études et j'ai travaillé à Canal pendant 7 ans. Je présentais des émissions autour du football anglais, espagnol, italien, bref, je faisais pas mal de choses là-bas, Ligue des Champions, Europa League. Et là, voilà, c'est le retour parce que il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Parce que c'est vrai, beaucoup peuvent se dire, tu es rentré dans la maison Canal, pourquoi ne pas y rester? La CAN, parce que c'est quelque chose d'inédit encore une fois. On vit un événement, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, c'était il y a 40 ans, c'était une autre époque, c'était tout autre chose. Donc déjà, ça m'attirait. Donc je me suis posé la question depuis plusieurs mois, avec une hésitation. Est-ce que je revenais en Côte d'Ivoire avant ou après la CAN? Et puis l'avant s'est décidé parce que je me suis dit que, au lieu de penser à l'après cet événement, je pense qu'il y a une préparation aussi à suivre. Et pour l'instant, cette décision je suis conforté dans cette décision par le fait que il y a eu une préparation autour des éléphants notamment où il y a eu pas mal de choses. La sélection en elle-même. Tu avais une profonde envie de revenir aussi pour accompagner le développement du foot et des médias aussi en Côte d'Ivoire. Le secteur audiovisuel, oui, bien sûr, parce que ça fait 5 ans que le secteur audiovisuel a été libéralisé. La TNT en Côte d'Ivoire n'existe que depuis 5-6 ans. Donc c'est une période historique pour ce pays. Donc participer, écrire aussi l'histoire de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Et tu restes avec nous Malik, tu vas te mêler à nos débats. Justement, la Côte d'Ivoire est-elle vraiment lancée dans sa Coupe d'Afrique des Nations? Faut-il s'emballer en considérant qu'elle s'est définitivement réveillée ou est-ce encore fragile? Tiens, je commence avec toi Robert. Oui. Évidemment, il y a ce sursaut brutal après l'énorme claque en phase de poule. Est-ce que ce que tu as vu contre le Sénégal te fait croire que cette équipe-là est désormais lancée? J'ai envie de te dire oui. Parce que ce que j'ai vu de la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit comparé. Et même sur le premier match qui a été gagné face à la Guinée-Bissau, où il remporte le match 2-0, mais il manquait encore quelque chose. Et là, d'ailleurs, je pense que je le dis dans mes commentaires, j'ai dit, voilà, c'est cette équipe-là de la Côte d'Ivoire que les supporters ivoiriens, que tous les spécialistes de foot auraient aimé voir dès le début de la compétition. Alors, le premier match, éventuellement avec la pression populaire et tout ce qui va autour, je peux entendre qu'il y a un certain stress. Mais pour les 2 autres rencontres qui ont simplement été indigestes, déjà pour les Ivoiriens, mais indigestes aussi à regarder, parce que tu te dis, c'est pas possible quand on a une sélection avec de tels joueurs, un tel niveau, on ne peut pas rendre une copie aussi pâle. Jean-Louis Gasset est parti. Les joueurs n'ont pas non plus oublié de lui rendre hommage aussi à la fin du match face au Sénégal. J'ai envie de te dire oui, j'ai envie d'y croire. De toute manière, ils reviennent de nulle part. Ils se sont vraiment démiraculés. Donc je pense, et vu les équipes qui restent et les favoris sortis justement aussi de cette CAN, peut permettre à la Côte d'Ivoire de rêver. Mais attention, il va falloir reproduire exactement la même performance, avoir la même qualité de jeu. Sinon, vu toutes les surprises qu'on a depuis le début,
Et la Côte d'Ivoire est bien passée pour le savoir en ayant pris 4-0 face à la Guinée équatoriale. Donc je pense qu'ils sont prévenus. Il y a un proverbe en Afrique qui dit un homme averti en vaut deux. On a le même en France, c'est marrant, tu vois. Tu vois. Donc c'est ça. Bon, Aurélien, il a fait beaucoup de changements. Emers Faé, dans sa composition, il y a eu 5 changements au coup d'envoi du match face au Sénégal. Tu peux même dire des choix forts. Ouais, des choix très forts. Parce que relancer un Jean-Michel Seri qui n'avait pas une minute depuis le début de la compétition, intégrer aussi Max-Alain Gradel qui est très important ici en Côte d'Ivoire. Ça fait partie des choses qui peut nous laisser penser que cette fraîcheur de ces joueurs-là cadres qui comptent dans cette équipe-là peut lancer enfin la Côte d'Ivoire. Et c'est d'autant plus étonnant que Emers Faé, c'est sa première vraie expérience comme numéro 1 sur un banc d'importance. Donc il sort quand même caissier, même s'il est critiqué partout ici à juste titre. Il n'a pas fait une bonne première phase. Bon, après, l'histoire en plus veut que ce soit lui qui marque le penalty égalisateur et le tir au but décisif. Mais c'est fort en termes d'autorité, tu as raison. C'est ça. Tu prends la sélection, 3 jours plus tôt, tu sors caissier quand même. Et oui, et pour mettre série en plus, un gars qui a compté il y a quelques années, mais effectivement, ça rééquilibre en plus le milieu de terrain, donc il a raison. Kosunu, là, il y avait plus de débats. Pourquoi il n'était pas apparu avec Leverkusen? Ça marche bien. En plus, Ousmane Diomandé, c'était pas pour l'instant l'assurance tout risque. Willy Bolly, c'est aussi léger. Wilfried Singo, on ne sait jamais s'il est latéral ou défenseur. Là, au moins, on a vu quelque chose de clair, ce qu'on n'a jamais vu avec Gasset. Moi, j'ai jamais rien compris à ce que Gasset a voulu faire. Il changeait quasiment à chaque match. Bon, après, Gradel, pour moi, c'est un peu raté, mais bon, voilà, il est un peu vieillissant. Il joue en Turquie, il marque pas un but. C'est raté là-dessus. Après, quand je vois les quarts de finale et le tableau de la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est peut-être la marche la plus haute à franchir. Puisque de l'autre côté, c'est Guinée-RDC, ce qui semble normalement à la portée de la Côte d'Ivoire. On va pas trop vite, on ira ensuite sur le tableau des quarts de finale. Mais voilà, pour moi, je crois à la Côte d'Ivoire parce que le tableau, il s'est ouvert, parce que là, on a vu totalement autre chose. On a vu que quand tu es porté par ce public-là, en plus, ça écrase l'adversaire. Même les Sénégalais qui ont commencé, moi, je pensais qu'ils allaient dérouler contre la Côte d'Ivoire. Ils se sont fait écraser par Yamoussoukro. Après, il faudra recommencer à Bimpe, ce qui n'est pas la même chose, où il y a des plus mauvais souvenirs, où le stade n'est pas du tout construit de la même manière. Donc, j'attends de les voir réagir face à cette nouvelle pression populaire en tous les cas. Mais en tout cas, j'ai vu une équipe qui avait complètement changé de visage. Et puis, il faudra quand même trouver un attaquant. Bon, Malik, intéressant ce qu'il vient de dire là. Trouver un attaquant, c'est un thème qu'on peut développer aussi dans un instant. Parce que ça va. Ah bon, ça va vraiment, Sébastien Haller ? Non, mais c'est en préparation, il a marqué très souvent. Il a marqué 2-3 fois, ça va. Donc on attend de confirmer sur la sélection. J'ai trouvé intéressante, alors peut-être pas éclaboussante au vu du talent qu'il a, mais c'est quand même lui qui met aussi ce ballon justement pour que Nicolas Pepe puisse être dans la surface de réparation et fauché par Edouard Mendy au passage. Après, encore une fois, c'est pareil. Au foot, c'est le rythme. Tant que tu n'as pas le rythme, et le problème aujourd'hui, c'est un peu une course contre la montre. Est-ce que Sébastien Haller va débuter le prochain match ou quoi que ce soit? Ça, on pourrait y revenir plus tard. Mais si, ce qu'a dit Aurélien, oui, effectivement, il a raison, un attaquant. Maintenant, avec les centres qu'il peut y avoir, Sébastien Haller aussi, que dans les airs, on sait aussi que c'est pas mal. Malik. 13 matchs, 0 but, juste voilà. Avec le Borussia Dortmund, exactement. Bon, Malik, je te pose la question et je veux une réponse claire. Est-ce que tu as le sentiment que ça y est, on a retrouvé enfin la Côte d'Ivoire et on va la revoir en quart de finale et sur la suite de la compétition? Moi, je crois qu'il y a eu un électrochoc, vraiment. Déjà, je voulais saluer le travail de Jean-Luc Gasset, quand même, parce que bon, on a eu pas mal de choses positives. C'est celui qui n'est pas tombé dessus en Côte d'Ivoire? Non, je ne suis pas tombé dessus, même si, bon, moi, il y a beaucoup de questions que je me suis posées aussi. C'est par exemple, moi, de ce que j'ai cru entendre, c'est que par exemple, on parlait d'Odilon Kosunu. Odilon Kosunu n'était pas titulaire parce qu'il n'avait pas le même rendement en sélection que ce qu'on avait pu voir du côté du Bayer Leverkusen. Moi, mon problème, c'est qu'il n'avait pas du tout de temps de jeu, notamment face au Maroc, face à l'Afrique du Sud, bref, sur les matchs de préparation. Par contre, on a vu qu'à partir du moment où il est titulaire, où il a la confiance de son entraîneur, il est bon. Pareil pour Jean-Michel Seri, qui a été l'homme du match. Et voilà, il a tout simplement été le milieu de terrain sénégalais. Mais voilà, moi je reste persuadé que l'électrochoc il a eu lieu parce que Emers, c'est vrai que c'est un jeune entraîneur, mais bon, on a eu à échanger un petit peu avec Guy Demel aussi. On se connaît bien. Ils ont eu carte blanche de la part de la fédération, la possibilité de faire des choix forts, ça s'est vu. Ils ont eu raison de le faire. Ils ont redonné de la confiance au groupe. Le groupe, il y avait une envie pour Emers Faé d'avoir des joueurs qui prennent du plaisir tout en étant sérieux.
j'ai senti un groupe serein et ça s'est vu sur le terrain. Ça se voyait déjà à l'entraînement, ça s'est vu sur le terrain. Donc moi, l'électrochoc d'y croire, à partir du moment où tu as sorti le tenant du titre, je pense que tout est possible. Après, il va y avoir un affrontement très particulier. C'est pour ça que moi, j'aime dire que le scénario qui a écrit le script de la Côte d'Ivoire sur cette Coupe d'Afrique, il est hollywoodien parce qu'on retrouve le Mali. Tu changerais rien, on est d'accord, même ce qui s'est passé avant. Bah, franchement, moi, j'étais éliminé psychologiquement au sortir du troisième match, mais non, j'ai envie qu'on garde les mêmes. C'est incroyable. On était mort et enterré. Finalement, on est ressuscité grâce au Maroc. Un match nul incroyable entre le Ghana et le Mozambique. Le Maroc qui n'est plus là d'ailleurs, c'est incroyable. Exactement. Ce destin, on se retrouve en quart de finale face au Mali, alors qu'en septembre, on les a joués sur un match arrêté à Ebempe à cause de la pluie. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un scénario incroyable. Sur l'ascendant psychologique, on a peut-être un léger ascendant psychologique sur le Mali, parce que le Mali ne nous a jamais battus. Malgré tout, le Mali, c'est une équipe voilà aussi que j'adore, avec Eric Schell, avec des joueurs incroyables, qui ont une histoire aussi avec la Côte d'Ivoire, Yves Bissouma, Néné Dorgelès, Mohamed Kamara, enfin un attaquant, Sinayoko, parce qu'on a souvent reproché au Mali de ne pas avoir une véritable pointe, un véritable tueur devant, sur la CAN 2019, sur la CAN 2017, même sur la CAN au Cameroun. Et là, visiblement, on a réglé tous ces problèmes-là. Il y a énormément de potentiel du côté du Mali, mais voilà, moi je crois en électrochoc de la Côte d'Ivoire. Robert, est-ce qu'il doit faire des changements ou pas, Emers Faé? L'idée, c'est de continuer avec ce même 11 sur ce quart de finale-là. Qu'est-ce que tu ferais comme changement éventuellement? Tout à l'heure, il parlait de Max-Alain Gradel, Aurélien, qui était le mec un peu en dessous quand même. Peut-être, oui, effectivement, Max-Alain Gradel, peut-être pas l'écarter, mais en tout cas qui revienne sur le banc, peut-être mettre tout de suite un Nicolas Pepe éventuellement sur le côté, qui est capable de rentrer aussi avec son pied gauche, pourquoi pas à tirer problème. J'adore Jean-Philippe Crasso, mais je pense que peut-être mettre Sébastien Haller pour avoir un véritable point d'appui, avoir un garçon qui soit capable de dévier les ballons pour des garçons comme Nicolas Pepe. Et puis après, faire les changements qu'il faut à ce moment-là. Mais je pense qu'on parle de Jean-Michel Seri qui a été effectivement le lien et le ciment entre toutes les lignes. Lui, par contre, il faut le mettre au frigo, le préserver et le ressortir juste pour le prochain match et le remettre, bien sûr, en tant que titulaire. Mais tout faire pour qu'il récupère un maximum parce qu'on le rappelle, il n'a pas joué une minute, sauf sur le dernier match face au Sénégal. Donc, continuer sur cette dynamique-là. Moi, je pense que je ne changerai pas grand-chose, mis à part les deux changements dont je te viens de te parler. Jean-Michel Seri, tiens, parlons-en parce qu'on on l'a très bien connu en France, à Nice. Je pense que c'est là qu'il a atteint son sommet en termes de performance, de niveau. On l'a un peu perdu de vue ensuite. Aujourd'hui, il joue à Hull en Championship. On en Aurélien. parle au Barça à un moment donné. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, c'est ça. On est passé pas loin d'un transfert au Barça. Finalement, le transfert, c'est pas fait pour. Il s'est passé plein quoi de pour raisons. lui après? Après, il était du côté de Fulham. Il a aussi entre Fulham et Galatasaray, il me semble. Il est venu à Bordeaux aussi, c'est méconnaissable. C'est quand même un joueur, encore une fois, il n'est pas parti au Barça pour des raisons autres que le football. Mais vraiment, c'est un joueur incroyable. Bon, histoire de transfert, on ne s'est pas entendu avec Julien Fournier. Bon, il y a plein d'histoires, plein de dossiers autour de ce non-transfert. Mais voilà, c'est un joueur incroyable. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais il y a un instant, et quel 11 potentiel pour le match contre la Côte d'Ivoire, moi, je reste sur un 4-3-3, Fofana dans les buts, Serge Aurier à droite, Konan à gauche, Odilon Kosonou avec Evan Ndika qui était très bon aussi. Lui, il n'a pas bougé depuis qu'il est arrivé en sélection. Jean-Michel Seri, je ne le bouge pas. Ma vraie interrogation, c'est de savoir avec qui je mets Sékou Fofana. Est-ce que je mets Franck Kessié ou alors je mets Ibrahim Sangaré? Ça, c'est une vraie réflexion. Et puis devant, Sébastien Haller, Jérémy Boga, que j'ai envie quand même de relancer, parce que voilà, il fait un bon début de saison, mais j'ai envie de le voir un peu plus. Et puis Nicolas Pepe pour pouvoir faire entrer en deuxième mi-temps Simon Adingra. Je tente comme ça. Pour faire la ça différence. Va, on a un bel effectif quand même. Franchement, quand tu parles du banc. Déjà, quand on a vu le soir les 5 mecs rentrés, on a fait OK. La Côte d'Ivoire, c'est le plus gros effectif peut-être. En plus, Adingra, par exemple, beaucoup l'attendaient justement comme un potentiel sauveur avec Haller, les deux. Donc au moins qu'il y en ait un qui s'impose vraiment. Parce que là, moi en attaque, peut-être qu'on ne sera pas d'accord si on veut faire les trois de devant. Moi, je laisserai Crasso pour le moment parce qu'à Haller, je ne suis pas sûr de lui. Mais je mettrai Adingra tout de suite et Pepe aussi. Et surtout, pour revenir aussi un petit peu sur Seri, pour moi, en plus que même son talent à lui, ça permet à Fofana,
à Seko Fofana d'être le vrai leader de la Côte d'Ivoire parce qu'il l'était, sauf que sur les premiers matchs, tu le retrouves au poteau de corner à côté d'Yaya Fofana et tu le retrouves en train de tirer sur la ligne de but adverse. Donc le gars, il fait des 100 mètres en permanence, il est rôti à la 60e. Là, d'avoir Seri, ça lui permet de prendre ses responsabilités offensives et d'être vraiment de déléguer la défense, donc comme on l'a vu briller avec le Racing Club de Lens. Avoir Seri juste devant la défense et puis avoir 2 milieux pour pouvoir se projeter derrière. Bon, vous l'avez compris, la Côte d'Ivoire va gagner la CAN 2023 à domicile. Mais on va quand même faire le tableau des quarts de finale ensemble, puisqu'on les connaît depuis hier, hein, Nigeria, Angola, RDC Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Afrique du Sud. Vous allez vous mouiller, chers amis. On va se projeter jusqu'à la finale avec vous. Merci d'écouter RMC. C'est l'After CAN en direct de l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan. On revient dans quelques secondes sur RMC. A tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'After CAN. Nicolas Jamin. L'After CAN exceptionnellement à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan. Ce sera le cas également demain où on vous raconte ces 2 journées avant le lancement des quarts de finale de la CAN 2023 en 2024 en Côte d'Ivoire. À mes côtés toujours Malik Traoré, journaliste sportif à NCI et à la radio Nostalgie d'Abidjan. On est d'accord, Nostalgie, rien à voir avec la Nostalgie française. Hein. Pas mal de Tu lances musique. pas du Johnny, tu lances pas du je lance beaucoup de coups du marteau depuis le coup du marteau. C'est le tube, c'est le tube de l'année. On nous en parle toutes les heures en fait. Bah du coup ouais, du marteau. Faut que tu invites Tamsir. Faut que tu l'invites. On le salue d'ailleurs, Tamsir. Tu sais quoi, tout à l'heure on va l'écouter et peut-être même que demain. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Hein. Ouais. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez venir assister à l'émission, peut-être voir Tamsir demain notamment à l'Institut français. Hein, ce sera à partir de 16h30 heure locale. Alors, toujours avec Robert Malm, consultant Beansport et RMC Sport, Aurélien Tiersin, notre reporter ici à Abidjan. Les quarts de finale. Vendredi 18h, Nigeria-Angola. Vendredi 21h, République démocratique du Congo, Guinée. Samedi à 18h, Mali-Côte d'Ivoire. Et samedi à 21h, Cap-Vert, Afrique du Sud. Commençons par Nigeria-Angola. Alors franchement, c'est peut-être l'une des 2 affiches les plus alléchantes, je trouve. Entre les Angolais hyper frais, spectaculaires, hyper efficaces, et un Nigeria finalement plus solide qu'on l'imaginait avant la compétition, Robert. Défensivement surtout. Ouais, défensivement. Tu vois qui passer là? Défensivement, c'est vrai, et très solide aussi, je pense, collectivement face au Cameroun. Alors Aurélien sera peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, parce que quand je lui ai dit que j'avais aimé le Nigeria-Cameroun, c'est vrai que le Cameroun a été faible. Mais faible, je pense aussi, parce que le Nigeria, avec Victor Osimhen, qui a emmené un petit peu tout le monde, a pu effectivement entraîner ses coéquipiers avec lui. Mais cette CAN est tellement bizarre que je verrais effectivement l'Angola, pourquoi pas, faire de nouveau un coup. Mais si on a le Nigeria qu'on a eu fort, je trouve, collectivement, avec ce qu'il faut, le Nigeria, normalement, a une route ouverte pour pouvoir aller en finale. Maintenant, encore une fois, cette CAN est tellement bizarre, tellement surprenante que tous les spécialistes se sont gaufrés. Moi, le premier, à donner des pronostics en voyant effectivement les équipes favorites aller jusqu'au bout. Et le favori, c'était bien sûr le Sénégal, qui a été vraiment impressionnant, qui se fait sortir par la Côte d'Ivoire lors de la séance des tirs au but. Donc, je te dis, ouais, elle est tellement ouverte, tellement rafraîchissante que j'espère que l'Angola ne va pas être pris par l'enjeu. Oui, parce que c'est ça maintenant, c'est aussi l'expérience et la pression, si tu veux, d'un quart de finale, sachant qu'après ce match-là, il restera 2 marches pour atteindre effectivement le Graal. Donc, avec un Nigeria qui est certainement plus habitué à ce genre de rendez-vous-là. Allez, si tu me demandes de mouiller, j'irai Nigeria, mais vraiment pas grand-chose. D'accord, Malik?
Moi, je vais prendre peut-être un contre-pied. Je vais dire Ah, je m'en l'Angola. doutais. Non, mais pourquoi? Parce que Mais tu as Parce raison. qu'en fait, sur le premier tour, moi j'ai été plus impressionné par l'Angola. L'Angola finit première de son groupe, le groupe D, devant l'Algérie, dernière, le Burkina Faso, la Mauritanie. Donc c'est plus rafraîchissant, c'est beaucoup plus de. Dans le jeu, cette équipe, elle a montré qu'elle avait du caractère, surtout quand elle est menée rapidement par l'Algérie. Alors ok, il y a le but refusé de Bagdad Bouneja qui est incroyable, mais bon, derrière, l'Angola résiste. Donc moi j'ai envie de croire en cette équipe, surtout que, alors c'est peut-être paradoxal, mais le Nigeria en fait, ok, elle a monté une force collective face à la Côte d'Ivoire et face au Cameroun notamment, mais dans le jeu, moi j'ai pas été si impressionné que ça en fait. Elle défend très très bien, c'est vrai, elle a défendu très très bien contre la Côte d'Ivoire avec Trostekong en tête. Oui. Victor Osimhen impressionnant. Mais bon, alors, peut-être que je suis vieille école, mais déjà un attaquant, t'attends de lui qui marque, il a marqué qu'un but. Oui. Mais Il va falloir qu'il se réveille. C'est vrai. Bah, après, il C'est fait un vrai, tu boulot as raison. absolument énorme. Mais il fait un boulot énorme. Moi je suis d'accord. Défensivement, tu vois que c'est lui. Et d'ailleurs, le but qui est marqué face au Cameroun, c'est lui qui sort très très fort sur Gonzalez. Il fait un pressing énorme, il en avait déjà fait un avant. Le deuxième, il le fait. Il arrive à obtenir ce contre et puis pour pouvoir marquer derrière. C'est vrai, je le reconnais. L'attaquant, de toute manière, on le juge par quoi? Par ses buts marqués. À la rigueur, on s'en fout un peu du contenu. Le contenu intéresse plus le coach, plus le staff technique, plus l'équipe. Et c'est là où il faut apprendre à regarder des fois les matchs des attaquants peut-être autrement que C'est par vrai. les buts marqués. Ouais. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ayant connu le poste, des fois, tu es... Alors très rapidement, une fois, j'étais avec Christian Gourcuff à Lorient, il me dit « Qu'est-ce que tu as pensé de ton match ?» Et je lui dis « Coach, je suis déçu, j'ai pas marqué, on a gagné le match 5-2. » Et c'est là où il m'a fait prendre conscience du rôle qu'on pouvait avoir sans forcément marquer, parce que tu peux apporter énormément à ton collectif. Alors oui, les grands spécialistes en herbe diront oui, mais il a marqué qu'un but. Mais si tu vas au plus profond de l'analyse de ce qu'a fait Franchement, Victor Osimhen, ouais. je pense que franchement, il est impressionnant. Non, mais je suis d'accord, c'est qu'un détail. Et puis c'est vrai que même dans des vainqueurs de compétitions récentes, on a eu souvent cet exemple-là d'attaquants qui ne marquent pas forcément. Quand tu Mais prends qui Giroud à la travaille, Olivier Giroud. avec la Coupe du Monde en 2018 Exactement. en Russie, Plus proche Voilà. de nous, Wilfried Bony, qui marque pas beaucoup de buts sur la Coupe d'Afrique des Nations, mais Oui. il le dit lui-même. Hervé Renard m'a dit, moi je m'en fous que tu marques en fait, mais je veux que tu travailles, je veux que tu fasses les efforts pour les autres. Et ça a bien profité à des joueurs à ses côtés comme Gervinho, Max-Alain Gradel, Salomon Mais tu as le Kalou. sentiment que Victor Osimhen assume ce rôle-là Et également. il assume parfaitement. À la fin du match, on l'a eu, il nous dit, bah voilà, moi je suis très content pour mes coéquipiers, j'ai travaillé, voilà, le plus important c'est le collectif. Et puis c'est vrai que moi, là où je suis impressionné par ce Nigeria-là, c'est que franchement, avant le tournoi, on avait beaucoup de problèmes du côté du Nigeria. Déjà avec José Peseiro, quand il y a un des membres de la fédération qui dit bon, on n'est pas très content, si on avait de l'argent, on l'aurait viré. Déjà, ça, c'était la première chose. Ça te met un petit peu, ça te plante un petit peu le décor. Ensuite, derrière, tu as la réunion quand même entre la Fédé, le ministre des Sports pour aplanir un petit peu les choses, mais en mettant un peu la pression aussi en disant on n'a pas d'autre choix que de gagner. Le début du tournoi, bon, franchement, voilà, c'était pas fou. On est un petit peu monté en puissance. Mais attention peut-être à pas avoir un excès de confiance parce que cette équipe Angola-là, vraiment, elle va être dure à aller chercher. Et moi, j'ai envie de croire en un exploit de l'Angola. Donc- Et puis, je suis un peu revanchard parce qu'ils nous ont battus aussi. Donc, C'est surtout ça. Angola en demi-finale pour Malik, le Nigeria pour Robert. Toi, tu- Ouais, rapidement, un mot rapidement, le Nigeria on à avance. l'égyptienne, pour moi, ils sont imbattables en défense. Là, leur 5-3-2 avec Iwobi au milieu de terrain notamment qui distribue. Osimhen qui fera un exploit, je me fais pas de soucis pour lui. À mon avis, le Nigeria, il n'y aura pas de problème. RDC, Guinée, donc vendredi à 21h. Là, c'est beaucoup plus ouvert encore. Oui, très ouvert. Très, très, très ouvert parce que rappelons quand même que la RDC n'a pas gagné un match. C'est vrai. Pour arriver là, que des matchs nuls. Ils passent au tir au but face aux Égyptiens et c'est bien, tant mieux pour eux. Et après, la Guinée a montré, notamment du match face à la Guinée équatoriale, a montré, je pense, tactiquement quelque chose d'assez fort. Dans un 4-4-2 quand ils sont en phase défensive et un 4-2-3-1 dès qu'ils perdent le ballon. Et effectivement, avec Agibou Camara qui est capable, que j'aime beaucoup, qui est capable d'alimenter. Et lui aussi fait énormément d'efforts aussi sur le replacement défensif. Ouais, ça c'est vraiment très ouvert. Maintenant, si la RDC aussi se montre aussi inefficace qu'elle l'a pu être Et oui, c'est jusqu'à ça, présent, ok. ça peut poser problème si jamais aussi la Guinée concrétise ces situations. Mais quand vous avez des garçons comme Serhou Guirassy, Ah oui. comme Mohamed Bayo qui sont capables Voilà, aussi il a, de marquer là, il a à un tout choix moment. de luxe à faire. Voilà, Un exactement. problème de Donc riche. je pense que ouais, ça peut basculer du côté de la Guinée. Aurélien. Sur ce que j'ai vu. Moi, je vois plutôt la RDC parce que je me dis, à un moment donné, ça va tourner. Il y a du jeu.
Il y a des joueurs qui m'impressionnent. Arthur Masuaku à gauche, pour moi, c'est le meilleur latéral de la CAN de son côté. Mbemba, c'est toujours aussi solide derrière. Après, voilà, devant, Bongonda, Piquel, c'est des mecs qu'on ne connaît pas bien en France, mais qui font le taf au milieu. Moutoussamy, qui a l'air plutôt d'avoir plus de responsabilités qu'avec le FC Nantes. Et puis devant, alors Bakambu, je ne suis pas totalement convaincu, évidemment, mais il y a du talent. Et si Kakuta peut revenir, pour moi, ça suffira à faire du mal à cette Guinée qui, alors, ok, il y a Guirassy, Bayo, mais ça, c'est sur le papier. Moi, sur le terrain, je n'ai pas non plus vu une Guinée qui m'a impressionné. Il marque à la 97e contre une équipe réduite à 10 qui rate un penalty. Aussi, ça passe vraiment pas loin. Après, il y a aussi une charge émotionnelle. C'est la première fois qu'ils gagnent un match à élimination directe. On a vu qu'Aba Diawara a pleuré, etc. Ils ont encore des problèmes de primes. C'est pas tout à fait réglé. Ça peut aussi un peu les sortir de leur compétition. Après, évidemment, c'est hyper serré. Mais si je devais mettre une pièce, je dirais que la RDC est plus prête, avec un mec comme De Sabre qui a gagné partout en Afrique quasiment, de passer en demi-finale. Moi, je te rassure, Aurélien, ils ont réglé les problèmes de primes. C'est bon, la Guinée est bien. Moi, la Guinée, je la trouve disciplinée tactiquement. Ils ont bien préparé cette CAN. Ils ont battu le Nigeria juste avant la CAN. Ils ont failli battre le Cameroun. Je rappelle, s'il n'y a pas le rouge de Kamano, je pense qu'ils gagnent ce match tous les jours. Ils sont solides contre le Cameroun. Ils gagnent un match derrière. Le Sénégal est trop fort, pas grave. Ils montent encore cette discipline tactique parce que leur aspiration, ils le disent. De toute façon, je crois que c'est Fousseni Diawara qui le dit. Fousseni qui était ancien adjoint de Mohamed Magashouba avec le Mali, l'adjoint de Kaba aujourd'hui. Voilà, il s'inspire un peu de l'Atlético. Il y a un cholismo à foison. Mais c'est cholismo à fond, bien sûr. Et ils arrivent vraiment à le faire à la perfection. Maintenant, pour qu'ils passent, il faut enfin avoir un peu plus d'efficacité devant. Parce que c'est le problème de la Guinée depuis Obama 2017, je pense. On n'arrête pas, enfin, on n'est pas assez tueur devant le but. C'est pour ça que la question est posée. Alors Malik, oui, je te pose la question. Ouais. Tu ferais quoi, toi? Parce qu'on en a parlé avec Kaba Diawara, lui-même a reconnu. J'ai un casse-tête là, c'est terrible. J'ai 3 jours pour réfléchir. Je fais quoi? Entre le mec qui nous a qualifiés pour les quarts de finale, Mohamed Bayo, ou le gars qui plante but sur but en Bundesliga? Les deux. Si tu veux rester, les deux, il est capable de mettre les deux parce que la question lui a été posée. Comme ça, hein. La question lui a été posée à la fin du match de savoir est-ce que ça va pas te. Il a reconnu. Voilà, ça va peut-être me donner quelques idées. J'ai fini avec Mohamed Bayo et Guirassy. Peut-être que je vais aligner les deux. On va voir. Ce qui est certain, c'est que si tu veux t'appuyer sur la forme du moment, malheureusement, Guirassy revient de blessure contractée contre le Nigeria. Tu mets Mohamed Bayo. Agibou Kamara fait un bon tournoi aussi, donc tu es tenté de mettre Mohamed Bayo et Agibou Kamara. Mais c'est vrai que moi, je suis tenté de voir les deux. Je suis tenté de voir Guirassy et Bayo quand même. Voilà. Après, comme je dis, c'est ça, quoi. C'est l'efficacité devant parce qu'il lui-même, il le dit à ses joueurs. Kaba, c'est les gars, rendez-vous les matchs plus faciles. Parce que vous êtes bien, vous appliquez les consignes, vous défendez bien, vous défendez tous en équipe, il y a un gros collectif. Mais derrière, il faut mettre des buts, quoi. Et ça leur a manqué en 2019. Là, il va falloir rectifier le tir pour aller chercher ce dernier carré. Et donc Cap-Vert, Afrique du Sud, on a déjà parlé de Mali, Côte d'Ivoire tout à l'heure, ce sera samedi à 21h. Sud-Africain éblouissant, séduisant, enfin discipliné face au Maroc, et le Cap-Vert qui, canne après canne, s'installe dans le dernier grand 8, voire le dernier carré. Que faut-il attendre? Qui vois-tu, mon cher Aurélien? Moi, je verrais plutôt le Cap-Vert là, pour la vraie surprise des quarts de finale. Je me dis qu'avec vraiment une colonne vertébrale qui marche très bien, Voisinha dans les buts, moi je le trouve bien. Logan Costa, c'est un des défenseurs que j'ai préféré. Et Bébé devant, pour moi, c'est un gars qui accapare l'attention. C'est l'âme de la sélection. Lui, il est capable de gestes extraordinaires. J'en avais déjà parlé. Pour moi, la CAN, le problème de la CAN, c'est que ça manque d'attaquants un peu fascinants qui nous font lever de notre siège. Bébé, ça peut faire partie de ces gars-là. Et l'Afrique du Sud, pour moi, s'en sort quand même bien contre le Maroc. Évidemment, il y a cette histoire de penalty. À la fin, tu marques un coup franc. Même pendant le premier tour, l'Afrique du Sud, ça ne m'a pas transcendé, même si c'est une équipe très compacte. C'est des joueurs qui jouent beaucoup ensemble avec les Mamelody Sundowns, tout ça, on en a déjà parlé. Je mettrais une petite pièce sur le Cap-Vert avec un mec comme Ryan Mendes. Pour eux, c'est l'aventure d'une vie. C'est peut-être la fin de cette génération-là, parce que Ryan Mendes, Bébé, ils arrivent vraiment à la fin de leur carrière. Pour moi, c'est le moment de taper l'Afrique du Sud. Le Cabo Verde. Robert, Cap-Vert ou Afrique du Sud? Pour une fois, et on s'apprécie avec Aurélien, mais je suis d'accord avec lui complètement. 19e CAN, after. Non, mais c'est ça aussi qui fait le débat, c'est ça qui fait le. Non, mais je rejoins entièrement Aurélien. Le Cap-Vert, j'irais presque au même titre que l'Angola, c'est ce vent de fraîcheur, ce vent de folie, un petit peu des équipes qu'on n'attendait peut-être pas là. Le Cap-Vert peut-être un petit peu plus, mais moi je rejoins effectivement Aurélien sur ce match-là. Je vois bien le Cap-Vert passer et le Cap-Vert. Où tu les vois aller au bout, toi? Pourquoi pas aller au bout? Oh là là. Ah oui, là quand même. Ouais.
pourquoi pas. J'ai dit bien pourquoi Ah non, pas. non, mais il a raison, il lance une Pourquoi pièce en pas. l'air et je lance. tout le monde aura Pourquoi oublié dans 10 jours, hein, t'inquiète pas. Hein. Il est malin, Robert. Hein. Mais si ça marche, on va ressortir l'extrait. Si ça marche, T'inquiète pas, on sera là. On sera là. Ça, je doute pas. On sera là. Bon, Malik, tu restes avec nous. Dans un instant, on va évoquer la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent-ils profiter également de la Coupe d'Afrique des Nations? Je parle sur le plan économique, sur le plan social. On sera avec un représentant de l'Institut de recherche pour le développement en Côte d'Ivoire, Fred Eboko. Merci de nous écouter. C'est RMC, c'est l'After Can à Abidjan. À tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. Nicolas Jamin. L'After Can numéro 19 sur RMC à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan qui nous a reçus dans les meilleures conditions. C'est magnifique, on a un espace incroyable. Ah bah là, on est large là. On est large, on est avec Robert Malm qui n'est pas large, mais en revanche qui est très bien conservé. Robert, malgré ses 67 ans. Merci. On s'est coéquipier d'Alain Giresse notamment. Tu m'en veux? Tu m'en veux ou quoi? Mais non, j'aime bien te chambrer, Roby. C'est un jour je voulais dire Roby, parce que moi mon actualité le week-end c'est la Ligue 2 avec les Girondins. Oui. Donc moi te rencontrer c'est un moment d'émotion et j'ai toujours entendu Roby sur la Ligue 2. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est le surnom qu'on m'a donné depuis donc, très longtemps. Tu incarnes la Ligue 2. Je fais avec. J'espère que Bordeaux va te lâcher à la fin de la saison et monter en Ligue 1. J'espère. Ouais. Aurélien Tersin est toujours avec nous, toujours Malik Traoré également, journaliste sportif à la chaîne NCI, à la radio Nostalgie Abidjan. Et nous accueillons Fred Eboko, représentant de l'Institut de recherche pour le développement en Côte d'Ivoire. Bonsoir Fred. Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Je me permets de vous tutoyer Fred. Hein. Bien sûr. Je peux? Pas bien de problème. sûr que tu peux Nicolas. C'est toi qui l'as fait au téléphone tout à l'heure, donc bien je sûr. me permets. Aussi passionné de football d'ailleurs, il faut le dire. Hein. Un peu. Il faut aimer le foot pour venir autour de la table de l'after, bien sûr. Je précise, né de parents camerounais, mais tu as grandi à Paris. Non, je suis né à Paris de parents camerounais. Ah, c'est l'inverse. J'ai rien compris, les gars. Et je suis reparti à Bordeaux pour passer le bac et faire mes études et voilà. Magnifique, très belle ville. Bon, ta canne est terminée sur le plan personnel. Je suis désolé pour toi, Fred. Mais t'as pas désolé. T'as digéré? Parce qu'au fond, elle est tellement belle cette canne. Il y a tellement de beaux joueurs, un beau jeu que ma canne continue, malgré le fait que le Cameroun soit rentré à la maison à juste titre d'ailleurs. Bon, tu as des rapports avec Samuel Eto'o, on en a parlé hier. Son bilan n'est pas terrible après 2 ans à la tête de la fédération. Mais je peux te donner un fait et tu peux lui transmettre. Lors de sa dernière finale, Cameroun-Nigeria, en 2002, Samuel Eto'o a plus souvent frappé au but que son équipe cette année. Tous les attaquants réunis. Tout seul, il a le meilleur stat au but? Tout seul, en un match, la finale, Cameroun-Nigeria, il a plus souvent frappé au but que tous ses attaquants en 4 matchs. Ça veut tout dire. Ça s'appelle un effondrement. Un effondrement plus que brutal. Peut-être qu'il en est aussi un peu responsable, on en a parlé hier. Parle-moi de ta mission, Fred, en Côte d'Ivoire. En quoi consiste celle de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement? Tu es chercheur, je le rappelle, en sociologie, en sciences politiques. Sciences politiques. Alors, l'Institut de recherche pour le développement est un institut qui est né en 1946 et qui s'est installé dans plusieurs pays du Sud. Et donc, c'est un institut de recherche public français et qui travaille en partenariat avec des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, du bassin méditerranéen. Nous sommes présents dans à peu près 35 pays dans le monde. Voilà. 35 pays dans le monde. Ouais. Combien sur le continent africain? Là, je n'ai pas le chiffre, mais on est à peu près dans toutes les régions, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique de l'Est.
Alors, c'est forcément une question que beaucoup se posent depuis quelques mois déjà, depuis que l'on sait depuis quelques années que la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations ici en 2024. Est-ce qu'elle va profiter, cette CAN, durablement au peuple ivoirien? Je rappelle, on est dans un pays de 30 millions d'habitants. On parle d'un pays qui, je me permets l'expression, qui sort du lot en Afrique de l'Ouest, en Afrique même plus globalement, avec un taux de croissance qu'on annonce à 6,6% en 2024. En fait, elle en profite déjà. Du point de vue des infrastructures routières, si on retient l'adage que la route, c'est le développement, elle en profite déjà. Mais la CAN aussi profite du fait que la Côte d'Ivoire était déjà lancée dans de gros programmes d'infrastructures, donc les deux se rejoignent. Et du point de vue aussi de l'image, elle en profite aussi parce qu'elle a reçu toute l'Afrique avec une grande hospitalité. Et là, c'est pas qu'un slogan. Avant la CAN, on savait déjà que les Ivoiriens étaient accueillants, mais là, l'Afrique entière peut se rendre compte de l'hospitalité des Ivoiriens et de leur délicatesse. Et c'est un pays qui est lancé dans de grands programmes qui font que je ne suis pas sûr que du point de vue purement sportif, elle va en profiter, mais du point de vue plus large, du développement, de la circulation des biens et des personnes, c'est déjà un fait qu'elle en profite. Ouais. Je rappelle qu'environ, Malik, tu me dis si je me trompe, 750 millions d'euros ont été investis dans les infrastructures, dans l'organisation plus globale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a créé la côtière, c'est la route entre Abidjan et San Pedro. C'est ça. Maintenant, on met combien de temps pour relier les deux villes? 3-4 heures. Et avant, on mettait combien de temps? Avant, tu pouvais mettre 6-7 heures parce que tu passais pas directement par la côtière, tu faisais un grand tour pour la route était très mauvaise. aller. La route était très mauvaise. Il fallait mieux aller en avion. On a construit des plateaux techniques pour la CAN, des dispensaires, les hôpitaux ont été modernisés aussi. Tout à fait. Et puis, il y a un grand projet héritage aussi du comité d'organisation de la CAN pour pouvoir se servir de ces stades plus tard pour les championnats, pour peut-être des championnats de jeunes, des championnats interscolaires. C'est confiant là-dessus parce que le mythe des éléphants blancs, ce qui n'est pas qu'un mythe, l'Afrique du Sud en sait quelque chose. Tous ces stades flambant neufs qui ont été construits pour la Coupe du Monde, c'était en 2012 en Afrique du Sud. 2012 2010. C'est un traumatisme là-bas. Ouais. Et pour tous les pays organisateurs en général d'une telle compétition. On a l'assurance que ces stades seront investis après la Coupe d'Afrique des Nations. 4 ont été construits pour la compétition. Je peux même te donner un plus grand traumatisme sur le continent africain, c'est le Gabon, après la CAN 2017. Aujourd'hui, les stades sont totalement obsolètes. D'ailleurs, on travaille aujourd'hui pour les remettre au goût du jour. Non, mais moi, je suis confiant pour la suite. Je vais le dire honnêtement, on était un petit peu sceptique parce qu'on se demandait si on allait être prêt au niveau des stades, etc. Surtout après l'affaire BMP. Au final, on se rend compte que voilà, toutes les infrastructures ont répondu présent et tout le monde est plus ou moins satisfait. Donc on va continuer de travailler en ce sens-là. Je disais, le COCAN travaille pour ça. Il y a un projet héritage qui existe, qui est répertorié, sur lequel on travaille pour effectivement pouvoir utiliser ces infrastructures-là à bon escient. Et puis même si ce n'est pas le cas, on essaiera de leur rappeler aussi, de leur dire que voilà, vous nous aviez dit que ces stades vont servir à quelque chose. Comment ça se fait qu'on ne les utilise pas? On sera là pour essayer de faire bouger les choses. Aurélien, c'est celui parmi l'équipe qui a le plus voyagé depuis le début de cette CAN. Tu es allé à Bouaké, à Yamoussoukro, tu as rencontré beaucoup de monde. Franchement, alors, pour ce qui est des infrastructures routières, là j'avoue c'est nickel. C'est l'autoroute comme on l'entend avec nos standards européens, jusqu'à Yamoussoukro, même jusqu'à Bouaké. Les stades aussi sont magnifiques, ça c'est clair, pour accéder. Alors après il y a des barrages qui sont difficiles à comprendre d'un barrage à l'autre, comment on fait pour passer, mais ça c'est autre chose. Et à Bouaké, le club local a un autre stade à côté et ne pourra pas remplir le stade de Bouaké, qui est le stade de la Paix, qui est le deuxième plus grand d'ailleurs, qui accueillera une demi-finale. Ça visiblement localement, Malik et Fred, alors moi visiblement les gens sur place étaient un peu inquiets de voir ce très grand stade parce que le club local, ça c'est sûr et certain, il ne remplira pas ce stade-là. Ouais, certains se posent la question aussi. C'est pour ça qu'il faut imaginer d'autres choses que le football, ou alors de voir comment d'autres sports ou des conférences, concerts, spectacles pourraient profiter aussi de ces infrastructures-là. C'est pour ça que quand on parle d'héritage, on ne parle pas seulement d'un héritage sportif, on parle d'un héritage aussi culturel, un héritage tout court pour la Côte d'Ivoire. Fred Eboko est avec nous, représentant de l'Institut de recherche pour le développement. Je reviens à ma question. Est-ce que n'importe quel Ivoirien va profiter de la Coupe d'Afrique des Nations et du grand projet héritage du pays? Est-ce que ceux qui se trouvent entre Abidjan et Yamoussoukro vont en profiter, notamment? Est-ce qu'on sait déjà, on ne pourra pas quantifier maintenant, mais est-ce qu'ils vont tirer un bénéfice? En fait, comme souvent dans des grands projets qui génèrent de la croissance, il ne faut pas penser qu'il va y avoir une espèce d'écoulement comme ça automatique. Ça, de ruissellement. De ruissellement. C'est un mythe néolibéral. Donc il faut que les autorités se saisissent de l'affaire et aient des projets sociaux volontaristes. Et l'espoir n'est pas permis. Mais si on ne fait rien, si on n'y pense pas, à la suite de ta question, il ne va rien se passer. Il y a une partie de la population qui ne va pas en bénéficier. Mais ça, ce n'est pas lié seulement à la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes, pour revenir à la question précédente,
le Stade de France n'appartient à aucun club. Il continue à vivre parce qu'on l'a investi d'autres choses, des matchs de l'équipe de France, en tout cas quelques-uns, des coupes de France. Et pourtant, il est aussi un poids pour les fédérations. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc c'est pas, il ne faut pas qu'on pense que c'est un problème qui est spécifique à l'Afrique. C'est spécifique aux grandes manifestations qui génèrent beaucoup d'infrastructures sportives. Et après, il faut suivre. Donc, comme disait Malik, au Gabon, ça a été une catastrophe. En Côte d'Ivoire, il faut y penser. Pour que ce ne soit pas une catastrophe, il faudrait exploiter ces infrastructures différemment. Fred, où en est-on dans la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire? On l'a dit, c'est un pays qui avance plus que certains voisins. Il y a un enjeu majeur pour l'État à venir dans les prochaines années, c'est le déploiement de la couverture maladie universelle. Est-ce que c'est un pays qui est en train de concrètement avancer sur le plan social et sanitaire? Alors, la réponse ivoirienne au Covid-19 nous a apporté quelques leçons et quelques enseignements dont les autorités ivoiriennes doivent tenir compte. Lors de la Covid-19, on a fermé la ville d'Abidjan. Et du coup, quand on comparait la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, par exemple, qui avaient un nombre de patients équivalent, on est moins morts, pour le dire comme ça, en Côte d'Ivoire. Ce qui voulait dire que les médecins africains sont plutôt bien formés, mais les patients africains, en général, ils n'ont pas accès aux médecins. Quand ils y ont accès, on voit que ça se passe bien. Et ça, c'est une leçon extrêmement fondamentale et qui a une déclinaison d'ordre démographique. On nous a dit souvent, en tout cas vous l'avez entendu, qu'un des problèmes de l'Afrique, c'est la démographie. Mais on peut inverser les choses. On peut faire de cette démographie un véritable atout, par exemple, en faisant en sorte que les pays africains aient plus de médecins. On a vu, à partir du cas de la Côte d'Ivoire, comment c'est efficace. Donc ça, c'est aussi une réponse que j'apporte. Par rapport à la couverture maladie universelle, nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas directement impliqués là-dessus, mais vu ma formation et mes objets de recherche, ça m'intéresse. Il faudrait pouvoir avoir une évaluation de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire pour savoir exactement où ça en est et quels sont les goulots d'étranglement et comment on pourrait faire mieux. Et c'est un vrai enjeu, je me permets Nico, aussi parce que la Côte d'Ivoire, de nos yeux de Français, est un des pays les plus développés d'Afrique de l'Ouest évidemment, mais l'espérance de vie c'est 54 ans et l'indice de développement humain, la Côte d'Ivoire est derrière la Mauritanie. Et nous, on a l'impression que la Mauritanie est un pays largement en recul par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est assez étonnant quand on voit aussi la richesse qu'il peut y avoir là au plateau où on se trouve à Abidjan. Est-ce qu'il y a vraiment un différentiel il y a des années-lumière entre l'intérieur du pays et Abidjan. On l'a vu, nous, sur la route, hein, le contraste entre effectivement des villes comme Bouaké et Abidjan et toutes les communes autour de ces grandes villes ivoiriennes. Alors, il y a de fortes inégalités en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour ne pas s'arrêter à l'idée du ruissellement et qu'il y ait de vraies politiques sociales. Et je pense qu'elles sont en cours, qu'il y a l'idée de la part de l'État ivoirien de lutter contre ces inégalités. Bon. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a été profondément pénalisée par une crise qui a pratiquement duré 10 ans et qui, en matière de santé, elle n'a pas pénalisé globalement. Mais il y a des secteurs de la santé qui ont été profondément pénalisés, notamment tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Et ça pèse sur l'espérance de vie aussi. Fred Eboko, représentant de l'Institut de recherche pour le développement, merci d'être venu dans l'After Cannes. Tout le plaisir était pour moi, sauf que j'ai pas beaucoup parlé de foot. Hein. Mais j'ai même pas parlé de justement, Lookman, mais j'y viens. Du plaisir qu'il m'a fait, Lookman. Qui Lookman, ah ouais, le doublé de Lookman. Mais pas seulement parce qu'il a mis un doublé, mais parce que il m'a rappelé des gabarits comme ça, un profil un peu. Il m'a fait penser à Edgar Davis en attaquant, un peu un faux air comme ça. Et ces mecs-là me font plaisir. Il y a, bon, le Maroc est parti, mais Ziyech, il m'a fait plaisir. Mabouloulou un petit pied gauche de velours comme ça. J'aime beaucoup le pied gauche de velours, bien sûr. Bon, qui est ton équipe là maintenant, puisque le Cameroun est sorti? Alors, j'en ai plusieurs, c'est pour ça que je suis... Ah non, mais on n'a pas le droit à ça, c'est facile. Si. Bon, alors, je vais te dire, la Côte d'Ivoire et le Congo, ça te va? Ah, ça me va, pas mal. Le Congo et la Côte d'Ivoire. Bon, t'es à peu près sûr d'en avoir un en finale, quoi, du coup. Oui, à peu près. C'est pas gagné. À peu près. Et en France, t'as une équipe ou pas? Mais je suis Girondin de Bordeaux, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, la tristesse. Je sais que t'as vécu à Bordeaux, mais tous ceux qui ont vécu à Bordeaux ne sont pas supporters bordelais. Moi, c'est clair et net. Et beaucoup se défilent. J'en ai pas deux. T'en as pas deux, mais c'est magnifique. Tu n'es pas un footix, comme on le dit, mon cher Fred. C'est un plaisir de t'avoir avec nous dans l'After Cannes. Merci beaucoup. On va suivre également la suite de la Cannes avec toi. Malik, merci. On rappelle qu'on te retrouve sur NCI chaque samedi. C'est ça, pendant la Cannes quasiment une fois sur deux, enfin quasiment tout le temps. Vendredi, on sera en plateau et puis samedi matin, direction Bouaké. Et puis Radio Nostalgie. C'est ça. Avec tous tes confrères. Tu seras sur les stades, bien sûr. Tu vas sur la Côte d'Ivoire jusqu'au ça. bout, on l'espère, de la compétition jusqu'au 12 février. On croise les doigts. Merci Malik. Très bonne soirée à toi. Merci encore Fred. Dans un instant, 3 nouveaux invités vont nous rejoindre. Ils ont fait
eh bien, Paris-Abidjan en voiture pour assister à la CAN. Ils vont nous raconter leur voyage. Ils sont acteurs et humoristes. Reste avec nous, vous écoutez RMC. C'est l'After CAN à Abidjan, à l'Institut français de Côte d'Ivoire. A tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En- Anne. Nicolas Jamin. L'After CAN RMC à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan qui nous reçoit admirablement, il faut le dire, avec Robert Malm, avec Aurélien Tiersin. On est ensemble encore jusqu'à 1h30 du matin. On accueille 3 nouveaux invités, 3 potes qui ont forcément encore plus soudé leur amitié ces derniers jours. On va raconter leur histoire. Tiens, je commence avec Sako Camara. Salut Sako. Salut, ça va, tu vas bien? Bien et toi? Ouais, super. Forme? Ouais, très T'as pas l'air trop content d'être nage, là. je trouve, t'as récupéré, j'ai l'impression. Ouais, là, toi. non, là, je suis bien là. Là, T'es je suis bien, plus BG d'Abidjan, je te le dis. Là, je suis bien, je suis bien. Je rappelle, tu es acteur, tu es humoriste, stand-upper, comme on dit aussi. C'est Tu es ça. sur scène à Paris régulièrement, au Sacré notamment, C'est ça, Grand ouais. Boulevard, Paris. Ouais, c'est ça, exactement. Tu reprends quand? Je reprends le 24 février. 24 février. Yes. Donc 24 allez-y février. sur toutes Venez. tous les sites de ticketing pour aller voir. C'est ça, à la FNAC, tout simplement. Ou à la Fnac, hein? Ouais, à la FNAC. Oh, Tranquille. sinon t'as tout, t'as Ouais, sinon t'as billet réduit. billet t'as- réduit, ouais, voilà, tout ça. exactement, Pareil, c'est un peu moins cher, billet réduit que d'1 €, tu vois. ouais, il taxe moins que. Bon, je vais pas. Ne je vais le dis trop pas, je vais parler. avoir des problèmes. Ne le dis surtout pas. T'es à nos côtés, je rappelle également qu'on t'a vu au cinéma, dans Chocolat, dans Roche Dizem, côté de Marcy, dans Débarquement immédiat C'est aussi. ça, ouais, c'est ça. C'était il y a quelques années. Mm. Randy Guin est avec nous, acteur, humoriste, influenceur français, d'origine camerounaise, je précise. Exactement. Salut, Randy. Ouais. Salut, ça va? Bien, et toi, t'es en forme? Ouais, ça va très bien. Ouais. Putain, il y a un peu de Tony Oka là quand même. Ah, il y a un petit peu, c'est vrai que. Là, il y a une masse musculaire. Sans les boss. Sans les boss. C'est pas Sako. Sako, il est plus comme moi, tu vois. Oh, le mauvais tacle. Je sais pas comment le prendre. Mal. T'es sympa Mal, avec moi. Tu... Non, tranquille. Enfoiré. Mal, bah oui. Tranquille. Bon, Randy, tu fais un carton là pendant la CAN notamment. On te voit en tribune. On va écouter dans un instant tes productions. Tu les postes sur Instagram après chaque match. Bon, le Cameroun c'est terminé. On en parlait tout à l'heure avec Fred notamment. Mais tu as l'air de pas trop mal le vivre, j'ai l'impression. Non, parce que après, voilà, j'ai un certain âge, j'ai vu certaines compétitions. On peut pas tout gagner. Et au bout d'un moment, il faut savoir accepter de finir une compétition avant la fin. C'est pas ta version qu'on a vue en vidéo sur Instagram. On l'a ressortie. Non, mais c'est on normal. écoute. Tu as joué aux journalistes en duplex au stade après l'élimination. On écoute. Ici Randy Guin pour Canasso Jaune. Les Lions à notable ont personnellement décidé de sortir de la compétition. C'est-à-dire que c'est une décision qu'on a prise dans les vestiaires. Avant le match, on s'est dit c'est bon, ce n'est pas notre CAN. Personne nous a demandé de gagner ça. Donc on a discuté, on s'est dit qu'on va sortir tranquillement, on va laisser les autres continuer. Parce que cette CAN là, c'est une petite équipe qui doit gagner ça. C'est une équipe qui n'a jamais eu d'étoile qui doit gagner ça. Vous comprenez, non? Donc voilà, on a joué tranquillement. L'adversaire ne nous a même pas causé de problème finalement. Et vous verrez qu'il y aura encore beaucoup de surprises.
Voilà, alors c'est quoi la méthode là? C'est l'auto-persuasion, c'est se dire qu'on n'en voulait vraiment pas? Non, tu mais te ça moques s'est un petit vu. peu? Non, mais ça s'est vu. Vous connaissez les lions indomptables. Au bout d'un moment, ça se voit quand on veut gagner et ça se voit quand on n'est pas. Ça fait longtemps que vous n'avez plus envie, j'ai l'impression, Andy. Hein. Non, mais depuis 2017. Après, c'est parce qu'il faut laisser les gens aussi nous rattraper derrière parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui malheureusement manquent d'étoiles. Et là, cette fois-ci, j'ai joué les prophètes. J'avais dit quand même qu'il y aurait des surprises et il continue à y en avoir. Bon, on parle d'un pays qui a remporté 5 CAN, hein, deuxième palmarès derrière l'Égypte sur le continent africain, 8 participations en Coupe du Monde. La dernière, tu l'as dit, remportée en 2017. On va en parler encore du Cameroun, quelques éléments à vous donner concernant Samuel Eto'o, quelques infos de dernière minute. On accueille également Crésus, qui est avec nous. On va raconter votre histoire, originaire du Congo-Brazzaville. C'est ça. Toi, la CAN ne te concerne même pas en fait. Tu parles trop mal. Je fais exprès, c'est pour chauffer. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul sur cette table. On a un international togolais à nos côtés. Bon, malgré tout, tu t'éclates sur la CAN? Franchement, je m'éclate et je pense que c'était important pour moi de venir, sachant que j'étais au Maroc avec l'équipe nationale. Et oui. Parce que je travaille pour la fédération congolaise de football. Tu es conseiller. C'est ça. Auprès de la fédération. Je fais du consulting auprès de la fédération. Et c'était important pour moi de venir vivre ça ici avec les gars, parce que je savais qu'il y avait une rivalité entre les deux. Je suis l'arbitre. J'ai pas dit ça, t'es aussi franco-ivoirien. Hein. Exactement. C'est ça. Ouais, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Lui, il est ressuscité. Lui. Ouais, mais c'est bien. C'est une belle résurrection. Une bonne réanimation là. Ouais. Parce que ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont chaud. Là, ils ont vraiment peur. C'est ce qu'on disait, on ne changerait presque rien à l'histoire de la Côte d'Ivoire sur la CAN là maintenant. Ouais. Il fallait ça, il fallait tomber si bas pour vivre une telle émotion. Exactement. Alors les gars, vous vous êtes dit un jour tous les trois, et si on partait de Paris en voiture pour rejoindre Abidjan pour assister le 13 janvier à la cérémonie d'ouverture à la CAN? Qui a eu cette idée-là? C'est moi. Pourquoi ça? Tu sais, il y a des avions, ça existe. Hein. Ah bah, je viens souvent à Abidjan. Ça pollue moins en voiture. Ça pollue moins. Mais surtout, comment j'ai eu l'idée, je savais que je voulais venir à la CAN, je savais. Donc 6 mois avant, j'essaie de prendre les billets. Je vois le prix des billets, je me dis ça va, c'est correct. Procrastination. Je me dis ok, je vais prendre le mois prochain. Et le mois prochain, j'y vais. Ils ont triplé le prix des billets. Triplé. Je te dis pas doublé, triplé. Et je vois le prix, j'ai dit waouh. C'était chaud, tu vois. Et du coup, j'appelle un pote qui travaille chez la compagnie en question et je l'embrouille, genre limite comme si c'est lui qui fixait les prix. Et je lui dis, ouais, frérot, c'est abusé là. Si c'est comme ça, on va aller à Abidjan en voiture. Mais vraiment pour plaisanter. Hein. Et en fait, dès que je me dis ça, il y a un truc qui s'allume dans ma tête, dans mon cerveau. Tout de suite, je me dis, mais attends, je peux aller en voiture là. C'est la CAN. Imagine, on part en voiture et on le montre à tout le monde. C'est comme ça que l'idée me vient. Vraiment comme ça. Et après, y a Randy et Crésus qui rentrent dans le projet. Tout de suite. Tu les appelles et là, vous n'hésites pas, toi. En fait, c'est Randy qui m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Bonne personne, tu connais. il m'appelle, il prend de mes nouvelles et là, je lui dis, mais en fait, en plus, lui est très axé foot pour le Cameroun et tout. Il fait beaucoup de vidéos sur le foot. Et tout de suite, je lui dis, mais tu sais que j'ai envie de partir à Abidjan en voiture. T'es chaud de venir avec moi, on fait le trajet ensemble et on monte sur les réseaux tout le parcours, tout le périple. Il m'a dit, je suis chaud. Il m'a dit, t'es sûr, frérot? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, je suis sûr, viens. Et donc 13 jours de route, de voyage, 7000 km de la France à l'Espagne, au Maroc, de la Mauritanie au Sénégal. Bon, j'espère qu'il y a eu des galères, Crésus. Parce que c'est ça aussi une aventure, c'est ça un road trip. Il y en a eu ou pas? Il y en a eu, déjà je corrige, c'est pas 13, c'est 18. 18 jours. 18 jours. Ouais, des petites galères. Allez, on va dire les pneus. Classique. Non, mais je dirais pas galère. En fait, on s'est rendu compte que la route de secours n'était pas conforme et qu'il fallait qu'on ait une route de secours conforme. Du coup, par précaution, on l'a changé. Mais sinon, galère, je dirais juste les montagnes. Où les montagnes? En Mauritanie? En Guinée. En Guinée, ouais. En Guinée, c'était vraiment. Pourquoi chaud. Galère? Parce que les routes dans les montagnes en Guinée sont vraiment physiques. Vraiment physiques, vraiment physiques. Ouais. C'était dur. On n'a pas douté, mais c'était dur. Bon, il n'y a pas eu d'embrouille entre vous, Randy, au contraire? Non, après on a joué de ça sur Internet aussi. On s'est dit, c'est comme une série, il faut rendre ça aussi intéressant. Donc on a créé des faux problèmes avec la voiture parce qu'elle nous a pas laissé tomber du tout. On s'est dit, bon, bah, si elle veut pas nous laisser tomber, ici c'est Hollywood, hein, il faut un peu... Et c'était marrant, donc on a fait semblant que la voiture elle était en panne à un moment dans le désert. Fait semblant aussi qu'on avait des tensions entre nous de temps en temps, mais ça s'est vraiment super bien passé. Ouais. Vous avez ressenti quoi? Parce que dans ce voyage-là, ce qui est fort, c'est la route, mais c'est aussi l'arrivée. C'est le moment où on arrive en haut de la montagne, en réalité, c'est ça, quoi. J'imagine que c'est énorme comme sensation. Incroyable. L'arrivée... Vous étiez attendu déjà? On était attendu. On était attendu par les douaniers de la frontière. Donc on arrive à Abidjan, quand on quitte la Guinée. Déjà, on a une galère quand même qu'il faut raconter, qui est hyper importante. On a suivi le GPS de Paris jusqu'en Guinée. Jusqu'en Guinée, on arrive en Guinée et il nous restait 1 heure de trajet pour arriver en Côte d'Ivoire. Sauf que la route qu'on a prise, elle n'était pas bitumée. C'était une piste.
mais une parapiste du tout. C'était limite, tu passes dessus, prends l'avion, c'est mieux. Tu vois, je te jure, c'était incroyable. Et on met sur le GPS, et le GPS nous dit 1 heure. On a fait 5 heures, les gars. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Et du coup, on est arrivé à Abidjan, on est arrivé en Côte d'Ivoire, à la frontière, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la frontière qui s'appelle Minignan. On arrive vers 22h par là. Et les douaniers, les policiers nous attendaient à la frontière. Ils ont été vraiment cool. Ils nous ont accueillis comme des boss, on va dire. Ils nous ont tout facilité. Et on arrive dans la première ville. Et on essaye d'aller à l'hôtel parce qu'il était tard. Et la ville, il y a beaucoup moins d'attractions que par exemple à Abidjan. Du coup, l'hôtel, à 23h, minuit, c'est fermé. Du coup, les gars de l'hôtel, ils dormaient dans leur chambre. Et du coup, nous, en fait, c'est le commissaire qui nous a accompagnés. Et lui aussi, il nous attendait. Il était vraiment cool. Et on a fini en garde à vue. Du coup, on a dormi au commissariat. Non. Vraie histoire. Vraie histoire, je te jure. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ouais. Et j'ai le seul Et de il ressemblait à quoi, le parce que- commissariat Le commissaire, un commissariat. Et Oui. non, Non, mais- en fait, le commissaire, il a son appartement dans le commissariat. D'accord. Donc voilà, on dit qu'on a dormi en garde à vue, mais on a bien dormi quand même. Bon, ça va. Ouais, et ça, je vous fais une passe D de ouf parce que normalement, c'est un sketch. Hein. Donc vous le diffusez, mais après, vous supprimez. Hein. Ben, on verra ça sur la scène du sacré alors. peut-être. Yes, sir, c'est ça, exactement. C'est prêt. Bon, ouais, ouais, très bien. Ouais, exactement. Ouais. On est avec Randy Guin, on est avec Crésus et Seko Camara. On est ensemble sur RMC jusqu'à 1h30 du matin. Parlons foot, les amis. Parlons foot désormais. Quelle est l'équipe qui vous a fait la plus grosse impression? Je commence avec toi, mon cher Crésus, pour l'instant. Moi, Mauritanie. Ah ouais? Mauritanie. Pourquoi? Parce que sur le parcours, on a visité la fédération. Et pour moi, c'est à l'image de ce qui se passe par rapport à ce qu'on a vu. Gros progrès, grosses infrastructures. Et on est content parce que ça fait partie du développement du football africain aujourd'hui. Donc pour moi, la Mauritanie est ma surprise de la compétition. Randy. Alors pour moi, il y en a 3. D'abord, je vais commencer avec le Sénégal. Je sais que c'est bizarre parce qu'ils sont éliminés. Mais en phase de groupe, c'était très impressionnant. Notamment contre le Cameroun. Et en fait, je le dis parce que d'habitude, le Cameroun se fait en fait gérer comme ça uniquement en Coupe du Monde pour moi. Comme ils se sont fait gérer sur le terrain, j'avais rarement vu ça en Coupe d'Afrique. Et j'ai trouvé très impressionnant. Et après, voilà, ils n'ont pas su passer le mur ivoirien. Ils avaient tellement une aura incroyable, je trouve, la Côte d'Ivoire dans le dernier match. Et puis sinon, moi, c'est Cap-Vert et Angola. Parce que c'est des équipes qu'avec le Cameroun, par exemple le Cap-Vert, on a eu l'habitude de rencontrer. Et que généralement, en qualification, etc., c'était, je ne veux pas dire une formalité, mais c'était un match où les joueurs jouaient tranquillement. Et aujourd'hui, c'est 2 équipes qui mettent une ambiance déjà de fou. Et aussi qui apportent de très belles femmes dans les tribunes. Hein le Cap-Vert, c'est les champions. Hein. C'est les champions. Les gens, t'as bien vu des Cap-Verdiennes. Ouais, mais nous, on j'ai peut vu pas aller ton dans doigt se lever. Et aussi le foot qu'ils apportent, et ils marquent beaucoup de buts aussi. Donc là, moi, ça m'a. C'est rafraîchissant ce que fait le Cap-Vert, ce que fait l'Angola. On en parlait tout à l'heure avec Robert. Et toi, Seko? Moi, 2 équipes. La Guinée. J'ai vu le match de la Guinée, incroyable. Et en fait, ça montre en fait une nouvelle génération et ça montre que le football a évolué. Il ne me parle pas d'âge. Tu vois ce que je veux dire? On dirait Mbappé là. Voilà, il connaît ses références. Exactement. Et je vous jure, quand j'ai vu le match de la Guinée, je sais plus, l'un de leurs derniers matchs, je ne sais plus c'était contre qui. Et c'était juste incroyable comment ils ont joué. J'ai bien aimé le travail de fond de Kaba Diawara. Ouais. Et c'était juste ouf. Et l'équipe qui me surprend toujours, et encore, c'est la Côte d'Ivoire. Tes éléphants, à toi. Les éléphants à moi, avec les Ivoires, les défenses bien levées. En fait, pourquoi ils m'ont choqué? Parce que depuis le début de la compétition, ils ont montré on va dire un visage assez timide. Ils n'étaient pas présents, il n'y avait pas de caractère, il n'y avait rien du tout. Et contre le match, parce qu'on a fait le Nigeria, ensuite on a fait la Guinée équatoriale où on s'est pris 4-0. C'était comment dire, c'était très difficile à encaisser parce que la Côte d'Ivoire reste quand même une grande équipe, une grande nation de football. Et c'était dur à digérer. Et le match contre le Sénégal nous a montré qu'en fait, on a des bons joueurs et on peut faire une très 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 belle CAN. Et ça m'a surpris. Le dernier match, ça m'a vraiment surpris parce que, hormis le côté où on a marqué que des on va dire des tirs au but en fait, parce que le but en plein match, c'est un penalty et les seuls buts qu'on a marqués, c'est les tirs au but. Donc, hormis ça, ils ont montré vraiment un fond de jeu, une envie. Ouais. Ils ont mouillé le maillot, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Ils ont même hydraté le maillot. Donc ouais, la Côte d'Ivoire, vraiment belle surprise. Et tu seras samedi à Boquet, j'imagine. Bien sûr. Tous les 3, vous y serez, évidemment. Bon, vous restez avec nous, les gars. Dans un instant, on va parler du football national ivoirien, football de club ivoirien et même africain.
C'est très bien de t'avoir à nos côtés, Crésus. Comment développer les championnats en Afrique également, c'est un sujet. Il y a la vitrine, c'est la sélection, mais qu'est-ce qui est fait réellement en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays voisins? On en parle avec vous. Vous écoutez RMC, c'est l'After CAN. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. À tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC.
En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. Anne. Nicolas Jamin. L'Aftercan numéro 19 à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan. Et toujours avec Robert Malm, avec Aurélien Tiersin. On est ensemble jusqu'à 1h30 du matin. Merci d'être avec nous, de plus en plus nombreux à nous écouter en direct, à nous écouter en podcast également. Et ce soir, nous avons 3 invités. Randy Guin, acteur, humoriste, basé à Londres, d'origine camerounaise également, qui est avec nous avec Sako Kamara, humoriste, acteur, influenceur. On peut dire influenceur ou pas? Ouais. Bon, c'est un peu fourre-tout influenceur maintenant. On dit influenceur et débrouille-toi avec ça. Ouais, c'est ça. Hein? Mais en fait, nous, avant de faire de l'influence, on faisait déjà un métier. C'est ça, c'est artiste en fait, donc, toi. je suis artiste. Tout simplement. Ouais. Et Crésus, consultant pour la fédération de foot de la fédération. La fédération de foot Congo-Brazzaville. Je vais m'en remettre. Alors, je voulais qu'on parle également du développement. On parle des sélections ici depuis le début de la CAN, qu'on parle des clubs en Afrique. Puisqu'on est en Côte d'Ivoire, je veux qu'on commence avec toi, Aurélien. Ouais. Tu allais faire un reportage, notamment dans une académie. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est un des plus gros viviers de footballeurs africains. Le fleuron, c'est l'ASEC Mimosa qui a formé Kolo Yaya Touré, Salomon Kalou, Gervinho, Baki Koné, Ghislain Conan, Jean-Michel Seri, Ibrahima Sangaré, et des dizaines encore de grands joueurs qui ont percé dans des plus grands clubs européens. Beaucoup d'académies ont été créées ces dernières années, mais avec quel objectif? Et est-ce qu'elles aident à développer un championnat local? Aurélien, tu allais voir un match entre les U16 d'Ivoire FC et la Wilfried Zaha Academy. Oui, exactement. C'était à Atingui. Alors là, on est sur un terrain de foot dans un village où il y a des rebonds plus que capricieux. Il y a les filets des buts déchirés aux 2 tiers. Donc il faut avoir les reins solides pour jouer là-dessus. C'est des jeunes qui viennent de toute la Côte d'Ivoire qui s'inscrivent dans ces clubs qui s'appellent également Académie. Il faut d'ailleurs avoir un proche qui habite à Yopougon ou à Abidjan parce que sinon on ne les loge pas. Au mieux, pour les meilleurs d'entre eux, c'est 50 € par mois pour se débrouiller. Donc, faut vraiment avoir envie de jouer pour ces équipes-là. Alors, ce matin-là, victoire 3-0 du Ivoire FC. C'est une académie qui a 4 ans simplement d'existence, mais qui se débrouille très bien déjà, selon son président Daniel Brou. Et nous sommes un club qui mise sur la formation des jeunes. Parce que notre objectif premier, c'est de sortir des stars de demain. Et je pense qu'on le fait pas mal parce qu'en une saison, en district, on a déjà 3 joueurs qu'on a pu transférer. À EK Athènes, un qui va bientôt signer à Udinese. Donc on fait notre petit bonhomme de chemin. Bon. Le troisième, c'était au Slavia Prague. Et si ça marche aussi bien, c'est parce qu'en fait, le président, il est allé chercher Coach Tyson. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une référence absolue en Côte d'Ivoire. C'est le découvreur de Franck Kessié, de Cheikh Doucouré, l'ancien Lensois, de Yves Bissouma, plus récemment de El Bilal Touré, de Moïse Saïdion, qui joue à Strasbourg désormais. Et Coach Tyson dévoile son petit secret. Bon, il faut avoir l'œil de tigre. Hein? Il faut avoir l'œil. Quand tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas avoir bon joueur. Il faut avoir l'œil. La formation seule ne suffit pas. Il faut aimer les enfants aussi. Il faut être humain. Il faut les aimer, il faut les soutenir pour qu'on arrive ensemble, quoi. Et la pépite du jour, c'est le latéral gauche, Dani. Il est puissant, il est rapide. Il a notamment réalisé un grand pont ce jour-là, suivi d'un centre décisif. Je rêve de jouer en Europe, comme tout le monde. Par contre, comme ça, moi j'aime le Barcelone, à cause du jeu. Bon, malheureusement pour lui, il n'y a pas de recruteur du Barça ce matin-là, mais il y a un recruteur anglais, Harry Varley. C'est le chef scout du club belge de la Gantoise. Il est là pour tout le continent africain. Alors, malgré le terrain en très mauvais état, ça ne le gêne pas parce que lui, il recherche avant tout les qualités physiques des adolescents africains.
Oui, j'ai envie de dire qu'en général, ce n'est pas que mon club, ce sont aussi les clubs d'Europe qui regardent leur capacité physique spéciale, que ce soit leur force, leur vitesse, ce sont des choses facilement mises en valeur en Europe. Et puis l'Afrique, c'est un continent encore vierge de data, de données chez les jeunes. Donc ça, c'est magnifique pour l'anglais qui se régale pour dénicher la future pépite. Exactement, pour moi c'est ça qui est excitant, c'est pourquoi j'aime ce métier. J'aime venir ici parce que vous ne savez pas. Chaque jour je me réveille, je prends mon véhicule et je roule pendant 5 heures dans les villages. Et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et si les jeunes sont sélectionnés, c'est ensuite les demandes de visa, des essais de quelques mois parce qu'on ne peut pas être transféré vers l'Europe avant ses 18 ans. Et puis les clubs, les académies notamment, demandent en fait pas de transfert mais un investissement, un intéressement à la vente en cas de transfert ensuite dans un plus grand club européen. Voilà le reportage passionnant d'Aurélien Tiersin. Robert, tu veux réagir, tu connais aussi ces problématiques-là. Oui. Également l'Europe qui vient se servir, j'ai envie de dire, même si ça fait le bonheur de grands espoirs du football africain. Mais l'idée, c'est d'arriver aussi à échanger, à faire progresser ensemble le football sur le continent. Non, mais c'est vrai. Et moi, la phrase qui me marque, c'est quand tu écoutes tous ces jeunes-là, ils ne pensent pas éventuellement dans un premier temps finir, si tu veux, d'apprendre leur métier, leur futur métier au pays. La première des choses qu'ils veulent, c'est de partir en Europe, peu importe l'âge. C'est ça qui les fait rêver. Et c'est ça peut-être aujourd'hui qui dessert un petit peu le continent africain. D'où il faut que les fédérations, et tu parlais justement de la Mauritanie tout à l'heure, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut continuer à développer effectivement non seulement les fédérations, les équipes nationales, les équipes de jeunes aussi au niveau du plan Il n'y a pas de championnat de jeunes, hein, Robert. Ils s'organisent entre elles. Exactement. Donc c'est là où si tu veux, pour qu'on ait des équipes un peu comme le tout-puissant Mazembe, qui est capable effectivement sur le continent africain de gagner des Ligues des champions africaines et de durer, il y a trop peu d'équipes comme cette équipe du tout-puissant Mazembe qui se permettent, si tu veux, de pouvoir conquérir un petit peu le continent africain. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des jeunes talents, qu'on les aide à se développer, qu'on les aide aussi, si tu veux, qu'il y ait de vraies structures sportives qui leur permettent de rester sur le continent africain. Et un petit peu à l'image de Georges Weah, de partir peut-être tard, certes, mais de donner un vrai élan, une vraie visibilité aussi aux championnats locaux. Et c'est pour ça que peut-être aussi on a de moins en moins de joueurs locaux qui viennent aussi en équipe nationale. Exactement. Et c'est là où il peut y avoir effectivement le petit problème avec les sélections nationales. Et puis aussi, ne pas penser uniquement à ceux qui vont partir, migrer vers l'Europe ou ailleurs dans le monde, mais aussi penser à ceux qui peuvent être des joueurs professionnels en Afrique, dans des championnats locaux, Crésus. C'est ça, totalement. Je pense que le problème aujourd'hui qu'on a remarqué, qu'on essaie d'étudier au maximum, c'est qu'on a l'habitude de former pour qu'il y en ait un qui sorte. Eh oui. C'est ça notre problème aujourd'hui. Je pense que sur l'étendue de l'Afrique, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Et on ne forme pas pour qu'il y en ait 10 ou 7 qui sortent, on forme pour qu'il y en ait un qui sorte. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est pas assez développé, il n'y a pas assez d'engagement. Mais je pense que les grandes instances sont dessus. Il y a de plus en plus de nouveaux programmes qui se développent en Afrique, un peu partout, comme le FIFA Forward, si je ne me trompe pas, qui aident certaines fédérations à pouvoir développer les centres de formation et autres. Et c'est ça en fait. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aider ces fédérations à mieux développer le football pour que tous ces enfants aient envie de rester et de développer sur le continent. Je pense que c'est pas fermé de partir en Europe, mais il faut qu'on essaie de garder ce vivier-là. Et je pense que la tendance, elle est en train de changer. Il y a beaucoup de binationaux qui commencent aussi à se poser la question, à jouer pour leur équipe d'origine, leur équipe la binationalité. Ça commence à se poser de plus en plus de questions. Oui, une nationalisation du football africain. Le Maroc l'a incarné notamment, l'Algérie aussi, avec Belmadi qui n'est plus là, mais qui est allé chercher des joueurs. Vas-y, Robert. C'est important parce qu'on forme des joueurs pour en sortir qu'un seul. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je prends une équipe des 10 autres. Est-ce que les 10 autres ont le niveau pour aller en Europe? Malheureusement, non. Il y en a un qui va y aller. Mais est-ce qu'ils ont le niveau pour jouer sur le continent africain? Bien sûr que oui. Je pense que bien sûr que oui, qu'ils ont le niveau. Et c'est là où, à un moment donné, il faut qu'on développe effectivement quelque chose qui permet d'aller dans les championnats burkinabé, ivoirien, malien, guinéen, togolais, bref, dans n'importe quel championnat pour qu'on puisse, si tu veux, rendre peut-être encore un peu plus fort le football africain pour que ça ne soit plus maintenant des exploits comme a pu le faire le Maroc en Coupe du Monde,
pour que la Côte d'Ivoire aille peut-être plus loin en Coupe du Monde, pour que la Guinée un jour aille aussi beaucoup plus loin en Coupe du Monde, et qu'on ait un jour une équipe africaine qui gagne la Coupe du Monde. Donc si on passe effectivement et à inverser la tendance comme tu dis, Crésus, peut-être qu'effectivement on arrivera à de meilleurs résultats. Bon, il faut dire que les fédérations injectent la plupart de leurs moyens dans les équipes nationales, qui sont la vitrine pour parler du football africain. Il y a quand même quelques efforts faits depuis quelques temps de subvention, Aurélien. Mais c'est toujours pareil, les investisseurs en Afrique, ce sont des privés. Ce sont des hommes qui sont en Afrique du Sud avec le Mamelodi Sundowns ou Al Ahly en Égypte qui investissent beaucoup d'argent parce qu'ils l'ont avec des poches un peu trouées parfois, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que la ligue fermée que Mamelodi Sundowns a gagnée, la Ligue des champions africaine fermée, c'est peut-être l'avenir pour le continent parce qu'effectivement, pays par pays, c'est compliqué. Là, en dernière ivoirienne, je crois que les subventions pour tout le championnat hors ASEC Mimosa, on est aux alentours de 150 000 €. Donc, qu'est-ce que tu veux faire tourner? Alors après, avec évidemment, tous les coûts de déplacement, les échelles ne sont pas respectées avec l'Europe. Enfin, c'est pas possible de comparer. Mais tout à l'heure, Crésus, tu parlais des binationaux. Alors moi, de ce que je constate, j'ai l'impression que plus il y a de binationaux européens qui reviennent dans les équipes nationales africaines, plus ça affaiblit le niveau local finalement, parce que tu empêches justement, comme disait Robert, de voir tous les jeunes. Là, on entendait Dani qui a l'air très fort. Il y a déjà des recruteurs qui viennent le voir. Il partira probablement en Europe, mais il part très jeune au Slavia Prague. Et puis donc après, finalement, localement, on forme pas les joueurs jusqu'à 20-21 ans, et c'est plus facile d'aller se servir vers des joueurs qui sont déjà formés en Europe. Donc je pense que c'est un cercle vicieux, c'est humain. Pour les binationaux qui viennent dans les sélections africaines, c'est humain parce que tu as envie de représenter le pays de tes ancêtres, mais je pense que globalement le niveau africain a tendance à s'équilibrer en fait. Randy, est-ce que tu regardes le championnat camerounais ou pas? Non, mais en fait je suis de plus en plus ce qui se passe parce qu'avec le changement de président qu'on a eu, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent et il y a beaucoup aussi d'histoires qui passent sur le sujet. Tu as raison, c'est vrai que c'était un des objectifs de Samuel Eto'o en prenant la présidence de la FECA Foot, c'est de renforcer ce championnat camerounais. C'est que le début, ça fait 2 ans, on en parlait hier, il est critiqué sur pas mal d'aspects, mais là-dessus au moins, il semble qu'il œuvre également par rapport aux droits télé. Et toi, Sako, est-ce que le football ivoirien t'intéresse? Toi maintenant, tu vis en France, je le rappelle. On a parlé de la SEC Mimosa, Africa Sport. Africa Sport également. Moi, comme je suis né ici, j'ai mon père qui était très fan de la SEC Mimosa, qui l'est toujours peut-être même. Et donc j'y connais un peu au football ivoirien, mais je suis toutes les actualités. Et je sais que c'est très difficile pour les joueurs locaux, même financièrement. Après des matchs, j'ai vu des trucs qui m'ont vraiment fendu le cœur. Et je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Je pense que les grandes instances doivent voir plus loin que le bout de leur nez et se projeter en fait à l'avenir et se dire qu'il y a énormément à faire sur le continent africain. L'Afrique regroupe de talents énormes et on peut faire un championnat. Bien sûr. J'en ai les frissons parce que ça me fait mal au cœur parce que c'est du gâchis en fait. C'est du gâchis. Pourquoi former des joueurs et comme Crésus l'a dit, espérer qu'il y en ait un qui soit bon et qui parte en Europe alors qu'on peut créer un championnat ici et avoir des joueurs de très très bonne qualité. Regardez par exemple la Tanzanie qui est super stricte, et si tout le monde réfléchissait comme eux et se projetait comme eux, je pense qu'on aurait un très beau championnat en Afrique. Vraiment un très beau. Et je parle pas que de la Côte d'Ivoire, je parle vraiment de l'Afrique parce que le problème il est un peu partout. Randy. Moi je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que Sako dit, et je pense qu'il y a un investissement qui doit être fait parce qu'actuellement ce que font beaucoup de clubs en Afrique, c'est un petit peu ce qui se passe aussi au Portugal, c'est de dépenser le moins possible pour revendre après le plus cher aussi. Et du coup en fait c'est ça qu'on espère. On espère qu'il y a un joueur qui sort, mais en fait il y a d'autres façons de faire. Moi je prends beaucoup l'exemple de ce qui se passe en Amérique latine. Il y a des joueurs qui restent tard, qui viennent en Europe et qui retournent dans leur club. Qui reviennent à 25-26 ans, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est de garder en Afrique cette ferveur et cet amour pour les clubs. Et ça passe par des exemples bêtes. Moi, par exemple, si aujourd'hui je suis fan du PSG, je jouais dans le 15e arrondissement quand j'étais petit à Paris, et tout le club a été invité au Parc des Princes. Tu as 10 ans, tu es invité dans un stade de foot pour voir des professionnels jouer, tu tombes amoureux de ça et tu commences à être habitué à aller voir les matchs. Ça, c'est un exemple. Ensuite, je pense qu'aussi la médiatisation des matchs, c'est hyper important. Moi, j'ai mes oncles, ils suivaient leurs équipes préférées, ils faisaient 4 heures, 5 heures, 6 heures de route pour aller voir les équipes locales à l'époque. Maintenant, ils le font plus parce que tu allumes ta télé et puis c'est Barcelone à la télé et c'est pas l'équipe du coin en fait. Et tout ça, c'est toutes ces choses où dès qu'on va sur Twitter, on a les résumés de toutes les ligues, etc. Mais pourquoi la CAN, elle marche? C'est pas parce qu'il y a des stars, c'est parce qu'en fait, il y a du bon foot, il y a de la bonne ambiance, etc. Aujourd'hui, on voit tous les résumés de Caver-Angola, on n'en connaît pas beaucoup des joueurs de cette équipe nationale. Et en fait, s'il se passait ça en local aussi en Afrique, si on pouvait voir les résumés, voir les plus beaux buts, commencer à médiatiser les joueurs, il y a le Ballon d'Or maintenant au Cameroun.
pourquoi le gagnant il n'est pas sélectionné en équipe nationale? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Il gagne, c'est le meilleur joueur du championnat camerounais, mais il n'est pas en équipe nationale. Ça, c'est des efforts aussi où, comme il a dit, les grandes instances, les stars, les gens qui ont une voix doivent montrer l'exemple aussi, aller au stade et puis en fait donner aux jeunes cet amour et cette ferveur pour le sport local. Les fédérations, les États africains doivent effectivement pousser dans ce sens-là. Bien sûr, alors l'histoire des partenariats, on en parlera une autre fois, mais on loue les partenariats de clubs européens avec les académies en Afrique, sauf que l'intérêt, il est très clair. On vous offre quelques dizaines de milliers d'euros pour refaire le clubhouse ou les terrains et les lignes, et puis les joueurs, ils arrivent chez nous en priorité, que ce soit en France d'ailleurs ou à l'étranger, et il n'y a pas vraiment d'échange de collaboration sur le long terme pour un progrès du football africain, du football local. C'est ça aussi qu'il faudra inverser. C'est pour ça que les mentalités doivent changer, parce que les milliers d'euros, les centaines de milliers d'euros dont tu parles, c'est pour on va dire une minorité de personnes qui vont s'engouffrer et tous les autres joueurs du championnat ou les infrastructures, parce que c'est ce qui change aussi. Pourquoi cette CAN elle est belle? Parce que les infrastructures des stades, les tas des pelouses sont bien, sont praticables. C'est pour ça que les joueurs ils nous montrent du beau football. Donc tout part de là aussi. Donc derrière, s'il y a de l'investissement à faire, il faut le faire vraiment à fond pour que ça se développe. Et d'ailleurs, tu parles d'académie, le nom, ils sont engagés dans des championnats. On ne dit pas club, on dit académie. Même des propriétaires africains. Au Nigeria, il y a un propriétaire, alors c'est les Remo Stars, si je ne dis pas de bêtises, il est aussi propriétaire d'un club au Danemark. Donc en fait, avec les clubs satellites, l'Afrique va devenir très clairement juste un centre de formation pour les clubs professionnels européens. Bon, et puis il faut le dire, moi c'est mon avis, il y a deux continents qui sont des grandes terres de foot de passion absolue, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. Plus que l'Océanie bien sûr, plus que l'Asie encore, plus que l'Europe, où là, on en parle depuis 15 jours qu'on est là, on voit dans la rue, tout le monde parle de foot. Pas qu'à cause de la CAN, de la mère de famille qui a un maillot. Oui, il y a Marseille aussi, tu as raison. Il est Marseillais, les garçons. Voilà. C'est bien. Bon, voilà. Je vous remercie, c'était un plaisir, les gars. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on vous retrouve sur tous vos réseaux, notamment sur Instagram, Randy Guin, Sako Camara également, Crésus également. Sado, c'est pas pareil. Hein. Non, c'est un autre sport. Sado, c'est un autre sport. Ouais, on te retrouve au Sacré à partir du 24 février, bien sûr, en spectacle. Venez, je suis grave marrant. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Merci Crésus, c'était un plaisir de t'accueillir également. Bonne fin de CAN. On se recroisera d'ici là. Vous pouvez revenir dans le studio RMC. Avec plaisir. Quand vous voulez, c'était un plaisir de vous accueillir. Dans un instant, on va jouer. Si vous voulez jouer, vous pouvez rester aussi. On va faire le podium des 3 meilleurs joueurs de la CAN selon vous, les 3 mecs qui vous ont le plus impressionné. Et après, on se quittera à partir d'1h30 du matin. Reste avec nous, c'est l'After CAN. Robert, ça va? Tout va très bien. On reste ensemble très bien. sur RMC à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan. À tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la... Nicolas Jamin. L'After CAN à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan, toujours avec Aurélien Tiersin, avec Roby Malm est avec nous bien sûr. Je parlais de Brest, mais bon, il y a eu Lorient aussi. Oui. Quelle est ta meilleure période d'ailleurs en tant que joueur, tu dirais? Choisis un des 25 clubs. Écoute, j'ai été formé au Racing Club de Lens quand même. Donc ça reste pour moi quelque chose de magnifique. Mais on va dire la post-formation, mes premières grandes émotions, je les ai eues à Lorient. C'est marrant. J'ai fait la première montée du club, de l'histoire du club à Lorient. Tu as eu la chance de travailler avec Christian Gourcuff. Avec Christian Gourcuff, exact. Ça t'apprend énormément avec le génie, le sorcier breton. Exact. Alors, vous êtes restés avec nous. Vous allez vous mêler au jeu, à notre petit jeu. Randy, Sako et Crésus, Aurélien, Robert également. On voulait faire ce soir le podium des 3, selon vous, joueurs les plus impressionnants depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations avant les quarts de finale. Tiens, je commence avec toi, Aurélien. Donne-moi 3. Je vais te dire, là c'est paradoxal, mais Seko Fofana
malgré tout, Incroyable. parce que même à Lens, il n'avait pas cette aura-là. Et je l'excuse presque du premier tour parce que c'était le seul à tenter des choses. Donc il était rôti. Mais même là, il est sorti avant la fin du temps réglementaire en 8e de finale. Franchement, à chaque fois qu'il prend le ballon, juste, c'est lui la tour au milieu des autres et ça passe par lui. Après, je vais te dire aussi Lassina Sinayoko, l'attaquant malien qui m'a impressionné parce que je l'ai déjà vu en Ligue 2. Ça reste un attaquant moyen de Ligue 2 ou en tout cas qui tend à progresser. Et là, ils ont trouvé un. Tu as des problèmes, Robert, il te regarde. Ils ont trouvé un attaquant. Et j'aurais envie de ressortir aussi Alex Iwobi, qui est hyper important dans cette équipe nigériane pour la transition attaque-défense, qui était un joueur très offensif à l'époque, Arsenal notamment, et maintenant à Fulham, c'est plus un box-to-box. Mais je trouve qu'il fait vraiment bien le boulot, et en plus, il a un style de malade avec ses chaussettes baissées et ses dreads. J'avoue, on kiffe. J'aime beaucoup. Crésus, s'il fallait en retenir 3, tu peux dire 2. Hein. Là, comme ça, il y en a 2 qui me viennent. Nicolas Pepe. Il fait une entrée magnifique. Décisive, vraiment magnifique. Et j'ai pas son nom, le premier. Je dirais le capitaine de l'équipe de la Guinée équatoriale. Nsue. Nsue, Emilio Nsue, qui est toujours meilleur buteur derrière de la CAN. Avec 5 buts. Vénère, lui. Super joueur. Pourquoi il t'a vénère? 4-0. Ah oui, t'as raison, je suis bête. Le mec a rien compris. Et je m'étais pas rendu compte qu'il était déjà là. Ça fait au moins 10 ans qu'il fait les cannes et tout, et qu'il défonce tout le monde. Et voilà, moi je dirais lui en premier. Il a 34 ans, le mec, il a vadrouillé, il joue en Détroit espagnol. Il est pour l'instant meilleur buteur de la CAN. Il peut se faire doubler puisqu'il est sorti. Randy. Moi, je pense que c'est aussi une question d'aura. Fofana, forcément. Mais c'est ça, c'est l'aura. Parce qu'en plus, mais après, c'est un avis personnel, mais je le trouve pas en forme physiquement. Je le trouve vachement lourd. Mais comme Yaya Touré, il a ce truc où en fait c'est lui qui va faire des percées, malgré en fait qu'il soit pas genre le plus rapide, mais il va en fait avoir une technique aussi de balle et puis une arme qui va faire que voilà il transporte l'équipe. Après il y a l'attaquant du Nigeria, Osimhen aussi. Ouais. Je suis obligé de le dire parce que pour l'avoir vécu, l'aura qu'il a à chaque fois que la balle s'approche de lui, c'est ultra impressionnant. Et sur leur premier but face au Cameroun, il peut tirer s'il veut et il décide de passer la balle alors que c'est un amoureux du but. Hein. Il est hyper altruiste sur la CAN. Il a compris au service du collectif. Incroyable. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'avais beaucoup à reprocher aux attaquants africains une fois qu'ils rentraient avec leurs équipes nationales, c'est de vouloir être la star, vouloir être le héros. Et en fait, lui, c'est un leader, un vrai leader et qui montre l'exemple aussi. Et sur ce but-là, il m'a tué. Sako. Alors, je reviens sur la lourdeur de Seko. Je pense que moi aussi, j'avais cette impression, mais je pense qu'on les voit en direct là. C'est pas pareil qu'à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, Seko, tout de suite, dès qu'il a la balle, il donne du souffle à l'équipe. Tout de suite, il attaque, il y va. Le mec, il est charismatique quand même. Il est très, très, très fort. Vraiment très fort. Moi, je le trouve vraiment, depuis Lens, en fait, il est très, très, très fort et c'est vraiment super. Deuxième, Georges Kevin Nkoudou, qui, dans l'équipe du Cameroun, où c'était vraiment compliqué. Il essayait de créer, il proposait des solutions. Il a fait beaucoup de passes D pendant cette compétition. Je le trouvais super. Et premier troisième, tour, c'est celui qui a fait le plus de centres aussi. Qui est celui qui a fait le plus de centres, tu vois. Et troisième, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui est très percutant. Pourquoi? Parce que c'est mes potes. Tout ce que je. J'ai eu l'impression. Non. Okay. Déjà, j'ai eu un doute à la fin en fait. Ouais. Tous les mecs que je viens de citer, c'est mes gars. Je m'en bats les couilles. C'est un shout-out. Ah ouais, il s'est lâché là. Avant de partir, le mec, il a posé ça là. Débrouillez-vous avec ça. C'est la famille. Non, ils ont fait une belle compétition. Je suis très content d'eux. Et voilà, c'est tout. C'est vrai que le trio n'était pas convaincant. Je commençais à douter. J'ai douté sur Nkoudou. Il est en train de nous balader là. J'ai vu tes yeux. Okay. Mais ils ont bien répondu les autres, donc on va se baser sur eux. Moi, c'était vraiment pas objectif. Voilà. Robert, ton podium. Seko Fofana, oui, parce que effectivement c'est le fer de lance de la Côte d'Ivoire et malgré tout le déchet qu'il a pu avoir, en tout cas c'est lui qui sort du lot, mais largement. Après, je dirais j'en ai deux à la deuxième place. Lamine Camara du Sénégal, pour moi, qui était vraiment promis à faire une énorme CAN. Il était très très bien parti et puis finalement ça s'est mal terminé pour eux. Le deuxième que je mets à peu près, c'est Adibou Camara, le Guinéen. Je trouve assez intéressant. Parcours pas mal de kilomètres, peut-être un peu brouillon par besoin, mais le petit Camara j'aime bien. Et puis moi de loin devant, et même s'il a marqué qu'un seul but, Victor Osimhen.
le ballon d'or africain, parce que pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il a apporté, je sais qu'Aurélien n'est pas d'accord avec moi et qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire. Ouais, non, je te taquine, Aurélien, je te taquine. Non, mais voilà, moi, les 3 joueurs aujourd'hui qui m'ont impressionné. Mais ce que tu as dit aussi par rapport à Sinayoko, c'est vrai. Tu vois, je le mets en avant quand même. Non, mais c'est vrai, il se révèle durant cette CAN et je dirais qu'il est dans la lignée de ce qu'il est en train de faire avec Auxerre actuellement. Parce qu'avant de partir, il commençait à planter sérieusement. À planter sérieusement. On sait qu'il y a des joueurs qui sont des titulaires quasiment indiscutables à Auxerre. Et il est dans la rotation et à chaque fois quand il a été dans la rotation, il a été très bon. Et il est tout simplement dans la lignée de ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, on parle tout le temps de Lamine Camara, mais en fait, Pape Matar Sarr, là j'étais au stade à Oui, Yamoussoukro. En vrai, c'est la même chose. Et lui, il joue déjà à Tottenham, donc on en parle un peu moins. Parce que Lamine Camara, voilà, c'est le FC Metz. C'est le gamin qu'on voit qui vient de Génération Foot, qui a mis un but splendide, notamment lors du premier match, qui a une activité énorme dans l'entrejeu sénégalais. Et qui, malheureusement. On espère qu'il ne fera pas aussi un passage aussi rapide que Pape Matar Sarr, parce qu'il était aussi à Metz avant. Exactement. Et c'est ça aussi. Alors, ta génération foot, après c'est Metz, mais même Metz ne peut pas en profiter finalement. Ils partent trop tôt aussi. Trop tôt, c'est incroyable. Ouais, mais ils mettent les petites clauses dans le contrat qui les mettent bien plus tard. Tu as raison, exactement. Avec le pourcentage à la revente pour plus tard. Tout à fait. Je voudrais qu'on se quitte avec un petit quiz, les amis. Est-ce que vous connaissez bien le football africain? On va voir. Hein. On va essayer. Vous êtes prêts? Bon, question, on va démarrer simple. Question de rapidité. Je crois qu'Aurélien n'a pas le droit de jouer parce qu'il est au taquet. Non. Non, lui, ça fait 6 mois qu'il lit tous les bouquins sur la cage. Je me suis fait ridiculiser par Henri et Kodo la dernière fois, c'est bon. Mais Henri et Kodo, c'est l'encyclopédie. C'est la revanche, tu veux nous ridiculiser nous. Sur eux, ouais, c'est pas non. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN? Samuel Eto'o. Bam, c'est allé très vite. Bah oui, Randy. tu vois, c'est le Cameroun, non? Exactement. Point de bonus, combien de buts? Oh là là, je te dirais 14, mais je suis pas sûr. 14, un point pour le plus. Magnifique, 18 buts pour Samuel Eto'o. Totalement au hasard. Non. C'est tombé comme ça. Je l'ai entendu. Il l'a dit, j'ai entendu. Ah, il l'a entendu. C'est bien, il est honnête, lui. Il est honnête. J'ai vu dans tes yeux, t'étais choqué. Non, mais tu as vu, c'est quoi? Il a fermé l'écran d'ordinateur au cas où tu passes. Non, je triche pas. Alors, plus dur. C'est même assez dur. Quel joueur africain ayant évolué en France a gagné la CAN en tant que joueur et sélectionneur? Je vais vous donner un indice dans 15 secondes si vous ne l'avez pas. Quel joueur africain ayant joué en France a gagné la CAN en tant que joueur et sélectionneur? C'est pas le père. Dis son nom. Le père Pelé, c'était pas lui? Non, c'est un Nigérian. Oh my God. Légende de la Coupe. Ah non, il donne tout, votre ami. Tu l'as? Coupe du Monde 94. Il n'a pas été sélectionneur de l'équipe du Togo? Alors, je crois que c'est ça. C'est Amokachi. Non, c'est Stéphane Keshi. Stéphane Keshi est là, Robert. Malheureusement, qui nous a quittés, mais Stéphane Keshi, effectivement, l'a été. Oui. Qui est le meilleur buteur de la CAN, qui est toujours en activité? Un gars qui est à la CAN, qui est en activité, qui est encore un footballeur. Qui serait le meilleur buteur? Salah? Non. Jordan Ayew? On n'est pas loin. André Ayew. Bien joué, la passe D. Merci Randy. T'aimes bien les caviars, toi. Alors, plus dur, là, on va tester votre culture foot. Finale de Coupe d'Afrique des Nations, 5 février 2017. La finale Égypte-Cameroun. Chacun à votre tour, vous allez devoir me citer un joueur des 2 sélections qui a pris part à cette finale. 2017. Oh, il est chaud, Randy, là, il est au taquet. Non, tranquille. Allez, c'est parti. Je commence avec toi. Toko Ekambi? Ben non. En 2017? Mais j'ai pas. Non, mais tu parles du 11 de départ là? Je te parle des joueurs qui ont joué 11 ou les remplaçants. T'es éliminé, Randy. Ah, je savais pas qu'on était éliminé. J'ai pris un risque là en fait. J'ai dit, je vais commencer avec les matchs éliminés. Parce qu'à la base, t'es éliminé à la base. Et là, t'es re-éliminé. C'est dingue. Sako. Alors là, Cameroun. Cameroun, Égypte. Les deux, tu peux y aller. Bah vas-y, envoie du lourd. 2017. On voit le buteur, wesh. Non, en fait, j'ai peur, mais j'ai une image en tête qui me fait penser. Oui, c'est ça. Moi, là, j'en ai aucun. Mo Salah est là. Il est là, bien sûr. Okay. Aurel. Ondoa dans les buts. Ondoa dans les buts. Robert, il va dérouler. Le capitaine Benjamin Mukonjo. Benjamin Mukonjo est évidemment capitaine. Crésus. Moi, là, comme ça, j'en ai aucun. T'en as aucun? Ouais. Dis un nom camerounais, on s'en fout. Le buteur décisif. Le buteur décisif 2017.
Prénom Vincent. Aboubacar. Bah oui, merci. Abou Chouchou. Comme on l'a dit, je réinsère Randy dans le game. Allez, let's go. Ah, c'est vrai? Vas-y. Ouais, Il est trop content. Mais pas pour la canne, frérot, désolé. Vas-y, Randy, envoie. Et ça se trouve, je vais me tromper encore. Hein. Je vais te dire. Putain, je sais pas. Clinton J. T'as pas envie de gagner en fait. T'as vraiment pas envie de gagner. 2-0. 2-0. Trezeguet. Trezeguet. Ah, c'est possible ça. Il est là, titulaire, évidemment titulaire. Bien sûr. Et Gazi en défense. Et Gazi est là, bien sûr. Robert. 5, 4, 3, 2, 1. Non, Raté. Esso. Il était pas là, Esso. Comment il s'appelle? Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Éliminé, donc là, on a une finale. Ah ouais. Sako, Aurélien. Allez, excellent. On y va. Aïe. Frérot, Gabaski, il était là. C'est Chenaoui dans les buts. Mais oui, mais non, non, il joue pas. Il joue pas, éliminé. Alors, il faut que tu confirmes, t'as pas gagné encore. J'étais trop sûr de moi. Zambo Anguissa. Non, je suis trop Non mais tôt. les gars, mais sérieusement, pardon, non, attends. c'est l'after-can ici, oh. C'est catastrophique. En plus, c'était Marseillais. Il y avait un Marseillais qui. Bédimo. Bédimo, mais de toute façon, t'as perdu. Non plus. Mais bon voilà les gars, c'était catastrophique, Ouais, c'est le quiz. Vous pétez de l'histoire d'RMC. Allez réviser les amis. Quel flop. Il n'y a aucun vainqueur, c'est la première fois dans un quiz, il n'y a aucun vainqueur. Ça c'est extraordinaire. Putain, merde. Merci Les seuls vainqueurs sont Randy, les merci auditeurs. Sako, merci Crésus, plaisir Merci, de vous avoir accueilli dans l'Aftercan. Merci Roby. On Merci. se retrouve demain aussi. Avec plaisir. Et je voudrais que, merci Aurélien également, je voudrais que on se quitte en musique, hein, c'est aussi un teasing pour demain. Écoutez ça, rendez-vous demain pour l'Aftercan. Yes. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat.